Bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle conférence du cycle Nature. Donc c'est un cycle qu'on co-organise avec nos amis du Muséum régional des sciences naturelles de Mons. Alors quelques mots de contexte quand même par rapport au sujet de ce soir. En fait, la philosophie du MUMON, c'est de donner des clés pour comprendre le monde. Alors il se fait que on est tous dans nos bulles, on a tous notre vision du monde qui est liée à nos études, à notre éducation, etc. Et ce que la science permet de faire au cours des siècles, c'est que en fait, elle permet de voir le monde autrement. Alors quand on a l'œil du biologiste ou l'œil du physicien ou l'œil du géologue ou l'œil de que sais-je, on voit les choses différemment. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit dans une période tout à fait paradoxale. À la fois, elle est désespérante au niveau environnemental, politique et tout ce qu'on veut, et en même temps, c'est une période qui est extrêmement motivante parce qu'on a tous les paradigmes qui sont en train de changer en même temps. Et donc, ce qu'on essaie de faire en tant que MUMON, c'est de se dire, voilà, il y a plein de trucs qui se font dans les laboratoires, les scientifiques ont élaboré des visions nouvelles du monde qui sont essentielles, c'est pas que des visions théoriques, ça permet de voir le monde différemment, mais ça permet aussi d'agir et de se rendre compte qu'on vit dans un décalage complet entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, régulièrement, voilà, l'année passée, on a fait tout un cycle aussi autour des animaux, les nouvelles recherches en termes d'éthologie, la conscience chez les animaux, etc. Et il y a un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, c'est celui de ce soir. Pour cela, on a fait appel à Marc-André Sellos, qui est l'un des meilleurs vulgarisateurs du sujet et scientifique de renom. Alors, sa spécialité à lui, c'est tout ce qui est sol, tout ce qui est interaction, symbiose entre champignons, végétaux, liens avec les animaux, liens entre nous et le monde qui nous entoure. Là aussi, il y a des changements de paradigme par rapport à qu'est-ce que c'est la nature par rapport à l'humain, etc. Et vous allez voir qu'en fait, on a tous une vision qui est vraiment biaisée. Donc on est très très heureux d'accueillir Marc-André ici. Alors Marc-André, il est botaniste, il est mycologue, il est professeur au Muséum des sciences naturelles de Paris. Il y a aussi il donne des cours dans d'autres pays, notamment en Pologne. Voilà, c'est un grand monsieur qui nous fait l'honneur de venir. Donc mille merci d'avoir accepté notre invitation. Et la salle est à toi. Voilà. Merci. Donc, nos amis de la librairie Scientia ont amené toutes sortes de bouquins qu'il a produits. Donc, on a un des premiers, c'est Jamais seul. Donc, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. On a Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé. Et on a L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Et le tout dernier, et ce sera le cœur, je pense, de la conférence, c'est Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Voilà, cette fois-ci, je pense que je n'ai rien oublié. Merci. Merci de ton introduction et merci d'être venu ce soir. En réalité, ce dont j'ai à vous parler est rien moins qu'un détail et s'inscrit vraiment dans la logique que tu proposais, à savoir de se dire que la science n'est pas un objet posé comme ça dans le décor et pour lequel on investit de coûteux impôts, mais réellement une façon de changer notre façon de voir le monde et notre façon d'agir, de façon à ce que cette façon d'agir soit plus coordonnée avec ce que nous voulons et moins une fatalité. Car dans ce qui va suivre, vous allez voir, on va compter des cadavres, alors même que la façon de comprendre pourquoi les gens sont morts, ce sera une façon d'imaginer comment ils pourraient ne pas mourir et comment nous, on pourrait vivre mieux et plus longtemps, et aussi comment on pourrait transmettre un monde en ordre de marche à nos enfants, d'une façon qu'on n'imagine parfois pas, derrière des détails. Alors, pour être très concret, qu'est-ce que c'est que notre image de la nature ? Que connaissons-nous du vivant ? N'allez pas chercher l'heure de biologie que vous avez eue dans votre scolarité et vous faisiez sans doute autre chose, draguer la voisine ou le voisin, je ne sais pas, ou papoter, que de vous intéresser à ce qui se passait. Ce qui construit votre vision du monde, ce sont les haillons de tas de couches culturelles qui vous entourent. Les dessins animés que vous avez vus quand vous étiez petit et dont vous savez l'essentiel de ce que vous savez sur les cervidés. Ça va changer aujourd'hui, on va reparler des cervidés, vous allez voir, c'est un peu différent de Bambi. Les contes où on vous racontait que les loups mangent des enfants. Ils reviennent en Europe, les loups, et ils n'ont toujours pas mangé d'enfants. Mais que font les loups ? Pour toute une génération en France, les premières marmottes qu'on a vues, c'est la pub. La pub construit efficacement notre vision du monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu en Suisse,
en Belgique, je veux dire, celle-là. Mais pour le coup, c'est une pub suisse. Donc je pense qu'elle est passée par-dessus la frontière française après être arrivée chez nous. Cette publicité, c'est une de ces pubs qui bâtit notre image, notre vision du monde, même s'il n'y a pas de message. Voilà la première marmotte que beaucoup ont vue. Il y a aussi des ruines, des restes de l'Antiquité. Tiens, par exemple, la fameuse échelle des êtres. Une vision aristotélicienne, dont je vous présente la version catholique, chrétienne. Vous voyez que les organismes sont classés du plus simple au plus compliqué, de l'inerte au vivant à Dieu. Alors vous voyez, les plantes, puis les animaux, puis l'homme, puis les anges, puis Dieu. Alors ça reste un peu, des fois on dit les plantes supérieures, les plantes inférieures, les animaux supérieurs, les animaux inférieurs, c'est des restes de ça. Et il y a cette position singulière de l'homme qui est au-dessus, en tout cas pas n'importe où. Alors qu'en fait, on va le voir, c'est un animal comme un autre. Ça, c'est des vieux restes de vision de l'Antiquité transposés en vision chrétienne, mais qui n'ont rien à voir avec la science actuelle. Il y a un autre mythe qui traîne, qui est celui de l'âge d'or, dont la version chrétienne est le paradis, que nous avons perdu. On a fait des bêtises, avant tout marchait bien, et puis depuis qu'on fait des bêtises, ça marche moins bien. C'est reflété notamment dans cette vision qu'il y aurait un équilibre naturel. J'emprunte à deux excellents sites, ces citations pour le coup, un équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur milieu. Vous allez voir dans cet exposé, il n'y a pas d'équilibre. Pas du tout. Ça n'existe pas. Et donc nous aurions, nous, comme dans la forêt amazonienne ou les forêts boréales, nous aurions bousculé cet équilibre. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. C'est des visions classiques de l'âge d'or. Ça n'a rien à voir avec la science moderne. On va y revenir. En fait, tout ça, c'est des choses qui viennent du fait qu'on ne gère pas notre connaissance de la nature. On ne la source pas à l'activité scientifique moderne. Et le bilan, eh bien, vous allez voir, on va compter les morts ensemble. Et on va envisager aussi la façon dont il pourrait ne pas mourir, ni vous non plus. Il y a des mythes qui nous entourent, et parmi eux, un des plus toxiques, je pense, c'est le mythe de l'autonomie. On vous a dit toute votre vie, quand tu seras grand, tu seras autonome. Alors j'ai un ami qui a été quelque temps, soi-disant, seul sur Mars. Il en a même fait un film. Et dans ce film, soi-disant, il est seul sur Mars. Il est seul sur Mars, pour ceux qui l'ont vu, le film. Non. Les patates. Absolument. Il mange des patates. Parce qu'on ne peut pas vivre sans des trucs à manger. Mais il y a mieux. Pour cultiver ces patates, qu'est-ce qu'il fait pour enrichir le sol martien ? Il ouvre les crottes de ses compagnons, les sachets des crottes de ses compagnons d'expédition, et il ressort ça pour introduire des bactéries dans le sol, car une patate ne vit pas dans le sol, même martien, sans bactéries du sol pour l'aider à se nourrir. Vous y êtes ? Même les patates ne sont pas seules. On n'est jamais seul, on n'est jamais autonome. Il y a des endroits où ça se voit, ça s'appelle des marchés. Et si vous n'allez pas au marché, ouvrez votre frigo, faites une photo et ensuite méditez sur cette photo. Regardez le nombre d'espèces dont vous dépendez. Alors ça marche dans le frigo, mais ça marche sur moi aussi. Vous avez vu le mouton, vous avez vu le bœuf, vous avez vu le coton, vous avez vu le ver à soie. Alors non, vous ne l'avez pas vu parce qu'à force de voir toujours la même chose, on ne se pose plus de questions là-dessus. Mais je serais à poil, moi, sans ces trucs-là. Vous y êtes ? Ou pire, avec plus de plastique. On reparle de microplastique tout à l'heure. Mais il faut que vous réalisiez que non seulement vous êtes dépendant à ces choses-là qui vont avoir un lien si intime avec vous que ça va faire ton calcium, ton fer, ton carbone, ton azote, c'est intime ça, et aussi votre énergie. Et ça veut dire qu'il y a des écosystèmes où tous ces trucs se sont développés, y compris ceux qui font des emballages en carton, voire même des écosystèmes d'ailleurs où est produit l'énergie du frigo. Il y a des écosystèmes dont vous êtes dépendant et où vous êtes membre de l'écosystème, même si vous n'y êtes pas physiquement. Ce que vous décidez d'acheter va décider ce qui se passe là-bas. C'est vous qui décidez si c'est du colza ou du blé qu'on fait parce que vous l'achetez. Et ensuite, vous en êtes consommateur, c'est-à-dire que ça rentre en vous, ça rentre chez vous, exactement comme une bestiole qui vivrait sur place. Vous avez des liens à des tas d'écosystèmes externes. Vous faites partie aussi de cet écosystème-là si vous mangez du poisson. Alors vous allez me dire, oui, c'est une jolie façon de raconter les choses. Ben non, c'est pas joli. Parce que ça tue. Comme vous vous foutez complètement de ce qu'on fait là-bas, vous n'êtes pas soucieux du fait qu'on fait des choses qui vont rentrer dans les aliments et rentrer en vous. Vous voulez quelques exemples ? Le poisson, on dit pas plus de 2 fois par semaine. Mais c'est complètement bizarre parce qu'on pourrait manger du poisson tous les jours, c'est très bon pour la santé. Pourquoi pas plus de 2 fois par semaine ? Vous savez ça ? Alors non, parce que d'abord, en général, les gens ne le savent pas. Et deuxièmement,
Quand ils le savent, on les prend pour des cons, donc ça marche après. Hein. On leur dit pas pourquoi. Les métaux lourds, c'est bourré de métaux lourds, les eaux côtières. Les métaux lourds qui viennent de nos activités. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on pêche que sur la côte. N'empêche que comme il y a du plomb, du mercure et tout ça, il ne faut pas manger du poisson plus de 2 fois par jour, sinon ça fait par semaine, pardon. Sinon ça fait trop de métaux lourds. Et c'est pas bon pour la santé du tout. En fait, la plupart d'entre vous qui mangent du poisson sont en surdosage de métaux lourds de toute façon. C'est bête, hein ? Parce que le poisson, normalement, c'est bon. Mais c'est pareil pour les écosystèmes agricoles. On met dedans des pesticides, et qu'est-ce qui se passe ? Vous bouffez des résidus de pesticides. Alors, pas beaucoup, parce que vous pelez les pommes. C'est con. Parce que quand vous pelez, vous enlevez les antioxydants qui sont dans la peau, et qui font partie des choses qui justifient de manger des légumes et des fruits. Bon. Mais même en pelant, il en rentre. Et puis, alors, il y a aussi ce cadmium, là. Alors ça, c'est un métal lourd qui est un contaminant des engrais phosphaté. Vous savez, on met des engrais, phosphate, azote, potassium, et le phosphate, il vient de mines. Et dans ces mines, il se trouve, les mines marocaines en particulier, qu'il y a du cadmium, qui est un métal lourd extrêmement toxique. La moitié d'entre vous sont en surdosage de cadmium à cause de l'usage de ces engrais. Vous mangez en moyenne 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée par l'OMS. Alors vous allez me dire, et alors ? Plus de problèmes rénaux, plus de problèmes hépatiques. La raison pour laquelle on a plus 3% de cancer du pancréas par an, cancer qui est en passe de devenir, ce chiffre-là est pour la France, un cancer qui tuera plus que le cancer du sein. Oui. Vraiment, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un métal qui empêche l'ossification, qui fait que les gamins ont des problèmes de croissance et qui explique 30% des problèmes d'ostéoporose des femmes de plus de 30 ans. Vous sentez ça ? Et une femme qui a de l'ostéoporose et qui se casse le col du fémur, à partir d'un certain âge, c'est quelqu'un dont la vie commence à se débobiner. Quelqu'un qui a un cancer du pancréas, il va en mourir. Parce que c'est un cancer, pour le coup, dont on guérit très rarement. Vous me direz, techniquement, 3 mois d'espérance de vie en moyenne, c'est plutôt un bon cancer pour l'assurance maladie. Mais au-delà de l'aspect purement financier, si c'est un proche à vous, c'est un peu bête, non ? Bon, ça tue. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je suis venu foutre là ? C'est l'horreur. Oui, je vous avais dit, il y a des morts. Quand on fait n'importe quoi, il advient n'importe quoi. Mais je vous promets de résoudre tous les problèmes que je vous ai indiqués dans la suite. Je voudrais continuer d'explorer nos dépendances, qui ne sont pas que des dépendances à des écosystèmes lointains que nous ne voyons pas parce qu'ils sont lointains, mais aussi des dépendances à des écosystèmes qui sont si proches qu'on ne les voit pas du tout. Vous comptez 10 000 milliards de cellules. Votre corps est fait de 10 000 milliards de cellules. Eh bien, figurez-vous que il y a des microbes sur vous, dans votre tube digestif, sur votre peau. Il y en a pas moins de 10 000 milliards dans votre intestin. C'est surtout des bactéries, donc elles sont 10 fois plus petites dans toutes leurs dimensions que vos cellules, donc 1000 fois moins volumineuses. Ouf, ça fait que 1,5 kg. C'est bon, ça tient. Vous en avez 1000 milliards, alors c'est 10 fois moins, mais ça fait encore du monde sur la peau, et votre peau, madame, qui est bien lavée. Une peau bien lavée, c'est ça. Et puis vous en avez dans les autres cavités, vagin, oreille, bouche, tout ce qu'on veut. 10 fois moins, mais ça fait encore 100 milliards. Vous y êtes ? Alors moi, quand j'ai fait mes études, on disait juste, oui, bon, ils sont là parce qu'ils mangent. Et puis ça ne nous fait rien. On sait aujourd'hui qu'ils font des tas de choses. Les bactéries et les quelques champignons qu'il y a dans le tube digestif nous aident à digérer. D'autres, au contraire, régulent notre métabolisme, régulent la prise de poids ou l'investissement dans la dépense énergétique. Il y a même un des signaux qui dit au cerveau « c'est bon, là, il ne faut plus manger », un des signaux de satiété, c'est les produits fermentaires produits par les microbes du tube digestif quand les aliments arrivent dedans. Ce n'est pas le seul, hein. Il y a aussi la distension de l'estomac, le fait d'avoir beaucoup mâché, mais c'est un des signaux qui dit « c'est bon, là, plus besoin de manger ». Vous vous rendez compte ? Alors, il y en a d'autres qui nous protègent parce qu'ils sont installés. 8 personnes sur 10 ici sont porteurs du staphylocoque doré. Mais alors vous avez 8 chances sur 10 d'avoir du staphylocoque doré, mais vous n'allez pas en mourir. Parce que si sur votre peau, il y a des tas d'autres bactéries ou des levures comme les Malassezia qui luttent pour les mêmes ressources, qui leur balancent des antibiotiques parce que c'est des compétiteurs, ils n'arrivent pas à proliférer, ils ne vous rendront jamais malade. C'est un écran. Vous avez un pelage naturel qui sont les microbes de votre peau et qui font que la plupart des microbes pathogènes, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à s'installer en nombre. Et donc, ils ne font pas de maladie.
Voilà. Il y en a même qui dialoguent avec le système immunitaire. C'est connu dans la cicatrisation qui implique des phénomènes immunitaires. On sait aujourd'hui en milieu hospitalier qu'il ne faut pas nettoyer les plaies à chaque fois qu'on change les pansements. On les nettoie au début, on les nettoie si ça se surinfecte. Mais quand on change les pansements, on n'enlève pas les microbes de la peau qui recolonisent la plaie car ils augmentent la vitesse de cicatrisation d'un facteur 1,5 fois par le biais de molécules qu'ils émettent et qui activent les processus cicatriciels du système immunitaire. Vous y êtes ? Ça donne envie de les avoir à bord. Et puis il y a même des effets sur le système nerveux. Bon, pourquoi on sait ça ? Depuis mes études, d'ailleurs. Eh bien, nous vivons dans un monde où nous nous sommes débarrassés de tout un tas de maladies qui ont empuanti la vie de l'humanité. Mais nous vivons finalement, avec cette hygiène que nous avons développée, très dépourvus de microbes. Et on a vu exploser les maladies de la modernité. Alors vous en avez quelques-unes, là, de ces maladies qui explosent. C'est quoi les maladies de la modernité ? C'est des maladies du métabolisme, diabète, obésité, du système immunitaire, allergie, asthme, ou ces maladies auto-immunes où le système immunitaire boulotte l'organisme jusqu'à tuer l'individu. Oui, je vous ai dit, il y a des morts. Désolé. Et puis même les maladies du système nerveux, syndrome autistique, Parkinson, Alzheimer, burn-out aigu. Toutes ces maladies sont des maladies complexes. Elles dépendent de la façon dont vous vivez. Vous n'êtes pas égaux génétiquement face au risque de ces maladies. Mais dans toutes ces maladies, une des causes, c'est que le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes des personnes qui sont malades, n'est pas semblable à celui des gens qui ne sont pas malades et il est souvent moins diversifié. Alors, cause ou conséquence de la maladie ? Eh bien, quand on donne les microbiotes du tube digestif d'un individu qui est en surpoids ou qui a moins de relations avec ses voisins à des souris de laboratoire, elles développent des symptômes semblables. Quand on donne à un individu qui est malade, après avoir éventuellement tué avec une bonne antibiothérapie les microbes de son tube digestif, quand on introduit les microbes du tube digestif de quelqu'un qui n'est pas malade chez quelqu'un qui est malade, on voit les symptômes diminuer. Alors ça, c'est des trucs qu'on fait en milieu hospitalier. Ça a été fait pour toutes ces maladies, mais ça ne se fait pas à la maison, parce que pour le coup, il y a eu 2 morts dans ces maladies, dans ces traitements-là. C'est des traitements qui ne sont pas encore stabilisés du tout, parce qu'on introduit le pire et le meilleur. Mais on a des preuves robustes que l'une des causes, c'est l'érosion de diversité microbienne dans nos entrailles. Nous avons, quand on se compare à des gens qui vivent en Amazonie ou bien à des restes fossiles de nos ancêtres où on peut extraire l'ADN des microbes et reconstituer la diversité microbienne, nous avons entre 1,5 et 3 fois moins d'espèces de microbes que nos ancêtres ou des gens qui ne vivent pas à l'occidental. Alors en partie c'est bien parce qu'il n'y a plus la tuberculose, mais en partie c'est mal parce que comme dans un jeu de Jenga, à force de retirer les espèces, un certain nombre de fonctions finit par disparaître. Comme par exemple quand dans un jeu de Jenga, vous savez, vous retirez ou un jeu de Mikado, vous retirez les morceaux de bois, à la fin ça s'écroule. Eh bien c'est cet écroulement que nous avons organisé parce que nous ne gérons pas assez la diversité de nos écosystèmes microbiens internes. Et je vais vous dire, l'autre truc, c'est que ça coûte putain de cher parce que ça fait des maladies longues, coûteuses pour le système de santé et qui atteignent des tas de gens. Je ne parle même pas du bonheur humain, parce que le fait d'être asthmatique, vous voyez, ou d'avoir une sclérose en plaques, on peut discuter aussi la qualité de vie, mais ne soyons pas sensibles, ne nous arrêtons pas à ça. Parlons de fric, d'indemnité de gens qui ne vont pas au travail, de frais de docteur, de médication. Parlons d'argent, soyons sérieux. Vous y êtes ? Ça ne va pas. Je vous ai dit, ça abîme cette histoire-là. Alors, que faire pour que justement notre microbiote soit en meilleure santé ? Déjà, il faut arrêter les conneries qui, par exemple, sont de croire que les microbes sont nécessairement mauvais. Les microbes, c'est comme les couteaux, ça dépend comment on s'en sert et lesquels et dans quelles conditions on s'en sert. Bien. Je vais vous donner un exemple d'un truc inepte. Beaucoup de produits nettoyants qu'on met sur les mains, qu'on utilise pour nettoyer son intérieur ou même se rincer la bouche après le dentifrice, font publicité du fait qu'ils éliminent 99,9% des bactéries. Tu veux que je te dise ? Si c'est écrit, tu n'achètes pas. Pourquoi ? 1, c'est plus cher parce qu'il y a un produit qui tue des bactéries. 2, c'est pas pour toi. Pour toi, tu te rinces après le dentifrice, sauf si le médecin a dit que,
avec de l'eau claire, tu utilises du vinaigre ou du carbonate de soude et puis tu frottes un peu dans tes toilettes, et sur les mains, pas de gel hydroalcoolique s'il vous plaît. Sauf en période de gastro et de grippe, où là il y a un intérêt, le reste du temps ça ne sert à rien, notamment par rapport à la Covid, on sait très bien, maintenant on le sait, avant on ne savait pas, que la Covid n'est pas manuportée, hein, ça s'attrape par voie aérienne, pas par les mains. Vous y êtes ? Ça, c'est des conneries. Et puis il y a les trucs qu'on peut faire de bien, notamment la diversité des microbes dans le tube digestif, il faut l'entretenir, et pour ça il faut amener des aliments à nos microbes. Et figurez-vous que les microbes du tube digestif, ce qu'ils mangent, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Vous savez, ces fibres, des polysaccharides techniquement, qu'on trouve dans les fruits et dans les légumes. C'est pour ça qu'on vous dit 5 fruits ou légumes par jour. 500 grammes, hein, oui, de fruits ou de légumes par jour, champignons compris. Ouais. Alors, on vous dit, il faut manger des fibres parce que, et en parenthèse, vous en mangez entre un tiers et la moitié seulement de la dose recommandée, en moyenne. On vous dit, il faut manger des fibres parce que ça améliore le transit. Et ça, c'est encore un exemple où, quand on prend les gens pour des cons, ils font des conneries. Alors, je descends parce que là, c'est important ce que je vais dire. Je ne vais pas de vous regarder de haut tout le temps. Alors, en fait, ces fibres aident certains microbes à manger et à s'installer. Sans ça, ils ne seraient pas là. Et ces microbes, ils font plein de choses. Il y en a qui régulent le système immunitaire et lui permettent de réagir mieux, mais aussi de ne pas s'exciter pour rien et de créer des états pro-inflammatoires qui dérivent en rhumatisme ou en insuffisance rénale, voire quand le système immunitaire manipule ces petites molécules un peu pas très bonnes en cancer. Donc, c'est une prévention du cancer. Transit. Ça a des effets sur l'humeur. Les molécules émises par ces microbes changent votre résistance au stress, changent votre humeur, pas d'une façon transcendantale, mais ça fait un peu moins de chances de faire une dépression nerveuse. C'est toujours ça de prix, hein, même si c'est 2% de chance en moins, c'est toujours prix. Et puis alors un détail, parce que souvent les gens se disent oui, les fibres, ça fait un gel et du coup le caca il passe bien. Ben, pas du tout. Parmi les déchets de ces bactéries, elles produisent du butyrate, qui est en fait le carburant des cellules musculaires de votre tube digestif. Et c'est pour ça que du coup, ça passe mieux. Mais c'est un détail, ça, que ça passe mieux le transit digestif. Et si vous n'avez pas de problème de transit, vous allez vous dire, les fibres, c'est pas pour moi. Mais si, c'est pour toi, parce que tu peux avoir un cancer, tu peux avoir une dépression. C'est possible. Vous y êtes ? Donc, apprendre les gens pour des cons, et je ne pense pas vous avoir raconté des trucs incompréhensibles. Donc, soit les gens ne sont pas cons, soit je suis très brillant. Et en fait, je vais vous dire un truc. Le truc, c'est que malheureusement, je ne suis pas aussi brillant que je voudrais. D'accord ? Et donc, en fait, quand on prend les gens pour des cons, il se passe n'importe quoi. Mais là, je vais nous expliquer clairement pourquoi il faut manger des fibres. Alors, vous allez me dire, OK, donc qu'est-ce qu'il faut manger ? Du brocoli, de la fraise, des céréales complètes ? Qui est pour les céréales complètes ? N'ayez pas peur, hein ? Qui est pour les fraises ? Qui est pour les brocolis ? En fait, vous avez tous raison, parce qu'il faut manger de tout, ce n'est pas les mêmes fibres, donc ça ne nourrit pas les mêmes bactéries. Si vous voulez une diversité de bactéries, il faut une diversité de végétaux. 25 fruits ou légumes, céréales complètes et champignons compris, par semaine. 25 espèces par semaine. Là, c'est dur, hein ? Faites le calcul, c'est super dur en hiver si on n'a pas des conserves. Par parenthèse, dans les conserves, les fibres se conservent. Bon, donc, en tout cas, voilà, et vous vous apercevez qu'en fait, notre construction alimentaire, le bouffeur de blé et de patates, ça va pas. Il faut diversifier. Vive les panais, vive les topinambours, vive les breads. Qui connaît les breads ? Oui, au Moyen-Âge, on en avait, et puis on en a à La Réunion, on en a un peu aux Antilles. C'est les pousses végétales. De bread, ne nous reste que les épinards, dont personne ne mange, les cardes et peut-être les asperges. Mais il y a des dizaines d'espèces de bread qui pourraient être mangées, mais simplement on n'a pas l'habitude de les manger. Voilà. Et les topinambours, et les rutabagas, et les crônes. C'est pas fait pour les chiens, hein. Bon. Le truc, c'est que ce qui est écrit là, c'est qu'en fait, la diversité des écosystèmes extérieurs et de ce que vous y puisez peut venir à l'aide de ces écosystèmes intérieurs et entretenir leur diversité et leur fonctionnement. Vous les sentez, les solutions, là ? Elles sont basées justement sur ces dépendances à ces écosystèmes internes et globalement, la dépendance de nous et nos écosystèmes internes, nos écosystèmes externes, tout ça, ça peut s'utiliser bien. C'est écrit dans un excellent livre en vente dans cette salle. Mais surtout, nous sommes
dépendants d'écosystèmes internes et externes dont nous nions l'existence, mais qui nous construisent. Et du coup, quand on ne s'en occupe pas, ils nous déconstruisent. Dans cette dépendance réside une opportunité pour la santé. C'est aussi simple que ça. Se penser autonome, c'est se préparer à mourir plus vite, dans de plus atroces souffrances. Alors, maintenant, deuxième mythe. Alors, des mythes, il y en a plein. Hein. Ce soir, on va en faire que quelques-uns. Et puis, vous m'inviterez à revenir. Je vous en servirai une tranche éventuellement dans 2 ans. Mais il y a ce fameux mythe de l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aurait un équilibre et puis on l'aurait bouleversé. Alors, je ne dis pas qu'on a tout bien fait. Hein. Ça, ce n'est pas le truc. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que d'équilibre, il n'y a point. Tout ce qu'on sait en biologie aujourd'hui repose sur une théorie qu'on doit à un Français, Lamarck, et dont un des mécanismes majeurs a été élucidé par un Anglais, Darwin. N'oubliez pas que le pas majeur, c'était de comprendre qu'il y avait un changement. Hein. On a tendance à pas assez parler de Lamarck, qui est vraiment un héros de la biologie, surtout qu'à l'époque où il a compris que ça changeait, il y avait des gens qui disaient que tout était comme c'était créé, et il y avait un réel courage à le faire. Remarquez, quand Darwin a dit comment ça changeait, il y avait aussi du courage à le faire, parce qu'il y avait des gens qui voulaient encore que ça ne change pas, que ce soit tout comme ça avait été créé. Mais bon, alors qu'entre nous, on peut croire que Dieu a créé le monde et qu'il a créé un monde capable d'évoluer. Moi, je ne vois pas le hiatus, personnellement. Mais bon. Bref, ces gens-là ont été beaucoup emmerdés pour ce qu'ils nous ont raconté sur l'évolution et la sélection naturelle. Et c'est des mécanismes très simples. Là encore, un enfant peut comprendre. Je vous explique. À un moment, il y a une diversité d'espèces. Et dans chaque espèce, regardez vous-même, hein, il y a une diversité de types d'individus qui sont génétiquement un peu différents. Bon. Ils sont plus ou moins adaptés aux conditions du milieu. S'il y a un poisson qui est venu écouter cette conférence, je ne suis pas sûr qu'il est encore là, hein, avec nous. Vous y êtes ? Le truc, c'est que selon qu'ils sont plus ou moins adaptés, les organismes survivent plus ou moins longtemps et ont plus ou moins de ressources pour faire des descendants. C'est ce qu'on appelle la sélection. Tout le monde ne réussit pas autant. Ça peut être 0, ça peut être un peu, beaucoup, très beaucoup. Plus vous réussissez, plus vous avez la possibilité de vous reproduire. Et vous allez transmettre d'ailleurs les gènes qui permettent la réussite, parce qu'ils sont adaptés aux conditions. Mais il y a un détail. Si vous avez eu des enfants, ou si vous avez eu des parents, vous aurez remarqué que la reproduction n'est pas comme la reproduction d'un tableau, une photocopie conforme. Les enfants sont un peu différents des parents, étrangement différents, mais rassurez-vous, ils pensent la même chose de leurs parents. Leurs parents leur ressemblent, mais sont étrangement différents quand même. Et derrière ça, il se cache l'idée qu'en fait, vous savez quand ça marche, hein, vous avez fait des enfants, vous avez vu en faire, papa donne un peu de gènes, maman donne un peu de gènes, et donc on fait une nouvelle combinaison qui contient un peu de gènes de papa, un peu de gènes de maman, mais qui n'est ni papa ni maman. Et en plus, quand on le refait d'une fois sur l'autre, ce n'est pas les mêmes gènes qu'on donne, donc ça refait encore un truc différent. En fait, les organismes qui réussissent produisent des descendants qui sont un peu différents. Et donc, ça refait de la diversité, dans laquelle la sélection rejoue, qui vont permettre à certains individus de se reproduire. Mais pas tout à fait pareil, ça refait de la diversité. Bon, on s'arrête là, ça change tout le temps. Ça s'appelle l'évolution. Bon, je ne vois pas la prédiction d'équilibre. Hein. Alors n'oubliez pas qu'elle est perdant, c'est ceux qui meurent tout de suite, ou qui font moins de descendants que les autres, et qui au bout de quelques générations ne contribuent plus à la population. Bon. Alors, application sur l'homme. Chaque fois que l'homme vit sous les tropiques, il a une peau foncée. Quand il monte vers le nord ou quand il descend vers le sud, dans les latitudes tempérées, sa peau pâlit. Pourquoi ? En fait, c'est très simple. La peau blanche, ça permet que les UV pénètrent dans la peau. Et ça, c'est important pour faire de la vitamine D, qui est notamment très importante pour la calcification du squelette par un mécanisme auquel s'oppose le cadmium, par exemple. Bon. Donc, il faut avoir une peau qui laisse pénétrer un peu les UV pour faire de la vitamine D. D'ailleurs, les Afro-Américains qui vivent aux États-Unis ont 3 à 4 fois moins de vitamine D qu'ils ne devraient, et il faut qu'ils prennent des ampoules de vitamine D pour compléter. Parce que eux, leur peau ne laisse pas passer les UV. Et c'est l'intérêt, sous les tropiques, d'avoir une peau foncée, c'est qu'effectivement, ça ne laisse pas passer les UV. Or, il y en a plein. Sous les tropiques, le risque, c'est le cancer de la peau. Donc, il faut une crème solaire naturelle, qui est la mélanine dans la peau. Et il rentre quand même un peu d'UV, ça fait de la vitamine D quand même. Les anglo-saxons qui vivent en Australie, bien qu'ils aient des chapeaux et des crèmes solaires et tout ce qu'on veut, ils ont 2 à 3 fois plus de cancer de la peau que les aborigènes, qui n'ont ni chapeau ni crème solaire. Remarquez, ils se couvrent d'ocre et de couleurs, et c'est peut-être pas un hasard. Mais bon. En tout cas, quoi qu'il en soit,
voilà la démonstration faite, et ça n'empêche pas de vivre en Australie avec la peau blanche, simplement il faut se protéger du soleil. Voilà. Alors c'est important parce que nous-mêmes, nous sommes sculptés dans ce que nous sommes par l'évolution, et j'y reviendrai sur des points ultérieurs. Nous ne sommes pas seulement sculptés par les conditions de milieu, mais aussi parfois par les interactions avec d'autres espèces. La peste noire, vers la fin du XIIIe siècle, tue entre 30 et 50% des Européens. Quand on va creuser les charniers de la peste noire, qu'on déterre les os et qu'on regarde génétiquement, on peut le faire maintenant, il reste de l'ADN, qui sont ces gens qui sont morts, on s'aperçoit qu'ils ont des formes génétiques qui n'existent plus dans la population européenne actuelle. Au passage, ça nous explique pourquoi la peste noire s'est arrêtée. Une fois qu'elle a eu bousillé tous ceux qui étaient vraiment sensibles, il est resté que ceux qui n'étaient pas trop sensibles et plus de peste noire. Ça va ? Nous avons été aussi sculptés, et les fausses, par les interactions avec des espèces pathogènes, et les fausses de la peste noire, c'est les perdants. C'est ceux qui ont perdu. Il ne faut pas les oublier, parce que quand on voit un lapin qui saute, on dit « Oh là là !» ou un papillon qui vole, on dit « Oh là là, la nature est belle !» Oui, et alors combien de papillons qui volaient moins bien sont morts? Et combien de lapins qui sautaient moins haut se sont fait bouffer? Il ne faut pas oublier ça, hein. Vous allez voir, une des petites musiques qui commence à monter, c'est que la nature n'est peut-être pas si bien faite que ça. Même si elle est très belle, un papillon qui vole ou un lapin qui saute, c'est beau. Le problème, c'est ceux qui ne sautaient pas, qui ne volaient pas. Hein. Bon, quand la Covid est arrivée, à part quelques abrutis, mais on a de plus en plus des abrutis comme ça, qui se sont dit « Oh, je vais attendre que la population sensible meure, il restera les résistants ». Petit hommage à Boris et à Donald, deux amis à moi, anglo-saxons. On a pris des précautions, en fait on n'a pas attendu ça. Nous on a un truc qu'on appelle l'évolution culturelle qui nous a permis, par des gestes appropriés, des gestes dans le doute du gel, qu'on ne savait pas, hein, c'était pas une mauvaise idée, des masques, de la vaccination, ça nous a permis d'échapper à la maladie et qu'elle régresse sans qu'on ait perdu les plus chers d'entre nous qui auraient été éventuellement plus sensibles. L'évolution culturelle, c'est un truc important. D'ailleurs, je vous en ai parlé, hein. Je vous ai parlé du chapeau de paille et de la crème solaire, je vous ai parlé de prendre des gouttes de vitamine D en hiver, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est des choses qui nous permettent de nous adapter, mais si vous réfléchissez bien, l'évolution culturelle, ça fonctionne comme l'évolution biologique. Oui, la culture, hein, c'est l'ensemble des pratiques qu'a un groupe social à un moment. Sa façon de manger, sa façon de conduire, sa façon de s'habiller. Et comment on attrape ça ? Quand on est petit, on regarde ce que font les grands. Quand on est grand, on regarde ce que font les autres grands, et quand ils font un truc génial, voilà, on se dit, tiens, je vais faire pareil. En fait, à un moment, il y a une diversité de pratiques, et il y a des pratiques qui paraissent plus appropriées, plus sympas que d'autres, et du coup, celles-là, les gens les prennent sélectivement. Ils préfèrent prendre celles-là. Par exemple, je sais pas moi, si vous voyez votre voisin qui saute du premier étage chaque jour pour sortir de sa maison, vous allez rapidement comprendre qu'il vaut peut-être mieux prendre l'escalier. Alors, je force le trait. Mais cela dit, quand les gens essaient d'imiter ce qui marche chez les autres, qu'est-ce qui se passe ? Ils reproduisent comme ci, comme ça. Si vous avez corrigé des copies parce que vous êtes enseignant, vous savez très bien que vos élèves, ils n'ont pas tout compris. Par parenthèse, d'ailleurs, peut-être que c'est vous qui expliquez pas bien, mais c'est une autre histoire. C'est pas transmis identiquement, le résultat est sur la table. Et puis, quand vous recopiez la bonne recette de gâteau à la pomme d'une amie chez qui vous êtes allé, qui a fait une super... Alors vous avez pris la recette, et puis quand vous la refaites, vous dites « Ah oui, mais moi, je vais mettre de la cannelle en plus. » Peut-être ce sera réussi ou pas. Et d'ailleurs, votre amie, quand elle passera chez vous, elle dira qu'est-ce qu'elle est conne, elle aurait pu suivre la recette. Ou alors elle dira « Ah bah ouais, tiens, je vais mettre de la cannelle aussi. » Vous y êtes ? Tout ça, ça fait que quand c'est reproduit, ce qui réussit fait encore de la diversité. Et c'est le même mécanisme, c'est de l'évolution aussi. Et nous, on a une évolution qui va vite, hein, pour le coup. On a deux évolutions, une culturelle, une biologique. Pas mal. Sauf que tout le monde croit à l'évolution comme un vague cadre, on y croit. Et puis en fait, on ne s'en sert pas. Et du coup, ça merde. Allez. On y va ? Les perdants. L'obésité, alors là les chiffres sont pour la France, elle va galopante. D'où vient le surpoids ? Il vient en partie parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tellement adaptés à manger riche. Et ils prennent du poids. D'ailleurs, c'est même en fait ceux qui survivaient aux disettes d'autrefois, parce qu'ils avaient tendance à prendre du poids même en mangeant pas beaucoup, et du coup ils étaient les derniers à crever. Mais maintenant qu'il y a beaucoup à manger, ils prennent du poids. Donc il y a des causes génétiques. Je vous ai dit, il y a des causes sur le microbiote, et puis aussi des causes dans la façon dont on mange. Si vous avez une tendance
au surpoids et que avant que la logique s'enclenche, parce qu'après on ne peut pas s'en sortir. Mais vous avez mangé peu riche, bon, ça va, vous ne rentrerez pas dans le cercle infernal dans lequel on ne peut pas se débattre. Alors, l'idée, c'est que l'obésité et le surpoids, c'est des choses qui vont galopant dans nos pays. Simplement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est adapté à faire des réserves, parce qu'on est issu de siècles de disette, et que maintenant, on mange trop riche. On ne gère pas bien notre évolution culturelle par rapport à notre évolution biologique. Et ça tue. D'ailleurs, je vous montre ici un diagramme qui va vous montrer la probabilité qu'une femme ait des enfants en fonction de son indice de masse corporelle. Bon, si elle est trop maigrelette, il y a des avortements parce qu'en fait, elle n'est pas capable d'avoir des enfants, de les nourrir. Il y a une taille optimale, mais quand l'indice de masse corporelle commence à être très élevé, eh bien, la capacité à mener une grossesse à bien chute. Et en fait, l'obésité, c'est une trace de contre-sélection dans nos sociétés actuelles, qui est complètement stupide, parce que nous savons très bien expliquer que nous sommes le produit d'une évolution biologique et que notre évolution culturelle en termes de qu'est-ce qu'on mange et comment on mange n'est pas adaptée à ça. On peut dire aussi qu'on n'est pas adapté à notre évolution culturelle, mais moi je préfère dire le contraire, n'est-ce pas ? En tout cas, on peut expliquer que c'est un problème de choc entre notre évolution culturelle et notre évolution biologique. Manque de chance, pour l'instant, les gens meurent. Alors que l'explication est absolument évidente en termes d'évolution. Voilà. C'est un moment où l'évolution biologique et l'évolution culturelle sont incompatibles. Dommage pour ceux qui souffrent et qui sont en train de s'éteindre. Donnez-moi 10 siècles, et il n'y aura plus un seul individu en surpoids, même en mangeant des Burger King ou du McDo tous les jours. Mais en attendant, on pourrait peut-être sauver tous ceux qui ne peuvent pas. Et il suffirait juste d'avoir en tête cette petite logique et de la voir comme une logique d'action et pas comme une vague théorie. Alors je continue. Ces accidents visent aussi tout un tas de choses importantes pour nous. Je vais vous donner un exemple. On a besoin d'un minimum de pesticides. Ça peut se discuter lesquels et comment, mais on a besoin d'un minimum de pesticides pour éviter que d'autres choses bouffent nos cultures. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben merde, je n'ai pas commencé par cet exemple-là. Je veux vous donner un autre exemple, là aussi c'est une sorte de pesticide d'ailleurs, les antibiotiques. Quand on donne des antibiotiques à des malades, les bactéries sensibles meurent. Mais les résistantes, celles qui ont une mutation qui leur permet de devenir résistantes, non seulement elles ne sont pas affectées, mais en plus il n'y a plus personne autour d'elles. Il n'y a plus de compétition, c'est la fête. Et on voit monter le pourcentage au cours du temps des bactéries résistantes aux antibiotiques. Je vous parlais de pesticides parce que c'est la même chose pour les pesticides. Au début, quand on en met, on peut en mettre un peu, puis il tue les insectes ou les mauvaises herbes. Puis après, vous êtes obligé de monter la dose parce que vous sélectionnez les résistants. Et à la fin, d'ailleurs, vous montez tellement la dose que ça devient toxique pour l'homme. Exemple des doryphores. En 50 ans, les doryphores sont devenus résistants à une 50aine d'insecticides différents. On en a mis un, ils sont devenus résistants, on en a mis un autre, ils sont devenus résistants, on en a mis un troisième, ils sont devenus résistants. Vous y êtes ? Ça veut dire qu'en fait, on perd nos outils. Et avant de les perdre, on les utilise à des doses qui commencent à être dangereuses pour l'homme. Autre exemple, le glyphosate. Aux États-Unis, on en a mis des piles. Le glyphosate, en une 60aine d'années, il y a plus de 30 espèces de plantes aux États-Unis qui sont devenues résistantes au glyphosate. Et d'ailleurs, c'est en train de se produire en France aussi, sans doute aussi en Belgique. Là, je n'ai pas de données belges, mais à mon avis, c'est pour vous demain, si ce n'est pas aujourd'hui. Et on est en train de perdre le glyphosate. Alors, on ne peut ne pas aimer ces molécules, mais vous observez que ceux qui les utilisent comme des tarés, parce que, et c'est le cas des antibiotiques, parce qu'ils les utilisent d'une façon qui fait que le lendemain, on ne peut plus s'en servir. Alors vous allez me dire, c'est sympa Marc-André, mais qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les mauvaises herbes envahir les cultures, on laisse les gens mourir ? Eh ben non. On utilise l'évolution, non pas comme un décor, mais comme un moyen d'action. Par exemple, la trithérapie, c'est quoi ? Par rapport au virus de sida, on donne aux malades 3, ou d'ailleurs 4 ou 5, selon les cas, drogues qui tuent le virus. Bon. Pour qu'un virus survive à ça, ça ne sert à rien qu'il soit résistant à la... S'il a une mutation qui le rend résistant à la drogue 1, qu'est-ce qui lui arrive ? Il meurt à cause de la 2 et de la 3. S'il devient résistant à la 3, qu'est-ce qui lui arrive ? Il meurt à cause de l'1 et de la 2. Pour qu'un virus résiste à cette histoire-là, il faut qu'il ait en même temps 3 mutations qui le rendent résistant à la 1, à la 2 et à la 3. Est-ce que c'est possible ? Rarement, très rarement.
Et en fait, vu le nombre de virus qu'il y a dans un individu, il faut attendre plusieurs centaines d'années avant que ça se produise. Ah bah oui, mais le mec qui est malade, vers 90, 120 ans, il est mort de vieillesse. Vous y êtes ? Ça s'appelle un mur évolutif. Ça s'appelle créer une circonstance dans laquelle l'adversaire n'a pas de parade évolutive. Et c'est comme ça qu'on peut donner des antiviraux aux gens qui sont malades du sida, qui sont des antiviraux très mauvais pour leur santé, mais on continue à donner à des toutes petites doses puisqu'il n'y a pas de résistance. Et ils survivent très bien. Voilà. Ça, c'est une méthode évolutive. Et vous savez quoi ? Eh bien, on peut faire pareil en agriculture. En agriculture, on peut, pour diminuer les pesticides, créer des décors dans lesquels les maladies ne se propagent pas, en créant des obstacles à leur propagation. Quand vous avez une haie, un parasite du blé, pour sauter par-dessus la haie, c'est pas facile. Il faut foutre plein de haies dans le paysage. Je vous propose une autre façon de créer un paysage où il a du mal à évoluer et à être adapté. Ça, c'est un champ standard dans lequel on a mis un foyer de rouille jaune. Un champ standard, je vous rappelle que c'est les variétés modernes, tous les individus sont génétiquement identiques. Donc, si jamais la rouille jaune, alors vous mettez plein de spores de rouille jaune, il y a une spore qui est capable de bouffer cet individu. Et elle fait plein de petits. Elle arrive sur les individus voisins, ils sont génétiquement identiques. Qu'est-ce qui se passe ? Bingo ! En fait, si vous réussissez sur un pied, c'est strike. Vous allez les bouffer tous. Petite parenthèse. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je formais des financiers à des histoires de stratégie de la biodiversité. Bon, alors ça, c'est des trucs que je fais de temps à autre dans des entreprises. Ils ne voulaient pas me croire. Ça veut dire qu'ils étaient complètement ignorants de l'agriculture, mais beaucoup de gens le sont. Ils ne voulaient pas me croire que dans un champ, tous les individus étaient génétiquement identiques. Et je me rappelle encore de ce monsieur aux cheveux blancs, un peu enivré, qui me disait « Mais vous ne pouvez pas me faire croire ça. Personne ne ferait un placement en mettant tous ses œufs dans le même panier. » Nous pariâmes une bouteille de champagne. Nous surfâmes sur Internet. Il est allé acheter la bouteille de champagne et sur le repas du midi, nous avons trinqué. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer un truc aussi con qu'un champ où tous les individus sont génétiquement identiques. Alors, à côté, là, il y a un champ où on a mélangé des variétés différentes. Attention, c'est des variétés sélectionnées, qui ont la même date de maturité, les mêmes qualités technologiques pour l'agro-industrie. OK ? C'est pas un truc de dingue, c'est un truc réaliste. Sauf qu'elles n'ont pas les mêmes résistances. Regardez, la maladie, elle se transmet presque pas. Ça va ? On n'est pas obligé de mettre des pesticides, ou en tout cas, pas tous les ans. J'ai fait un mur sélectif de nouveau. Ça va ? Bon, je viens de résoudre le problème des pesticides. Si j'ai des haies, si j'ai des cultures mélangées, je vais les utiliser moins souvent, déjà. J'avais promis de les résoudre. Je les ai résolus. Je sais, le cadmium, ok. On y reviendra, mais vous voyez que finalement, l'évolution, elle est multiple, permanente et utilisable. Et pour paraphraser le poète, ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, nous ne pourrons jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Nous sommes condamnés à évoluer, mais c'est à nous de gérer l'évolution de nous et des autres de la meilleure façon qui soit, qu'elle se soit culturellement ou biologiquement. Vous avez peut-être reconnu le lac de Lamartine. Bon, c'est clair. Il y a des morts aujourd'hui. L'antibiorésistance, en France, c'est 5000 morts par an. Des gens qui meurent parce qu'on ne trouve pas l'antibiotique qui les soigne. Bon, il y a des morts, mais on peut faire autrement. En utilisant l'évolution et les mécanismes d'évolution. Maintenant, je voudrais revenir à un autre mythe, celui des déchets. Soi-disant, les déchets, ils sont mauvais. C'est des choses qui ont déchu de toute utilisation. Vous aimez ces déchets-là ? Non. Et là, est-ce que vous aimez cette image ? Alors je sais, cet exposé est un peu pesant parce qu'il y a eu des morts et tout, donc je vous invite à respirer un peu, à vous détendre quelques instants. C'est bien, hein ? Vous avez vu les déchets ? Les plantes jettent des feuilles mortes, du bois mort, des racines mortes.
Elle rejette même dans l'air un déchet qui est une sorte de pipi gazeux, l'oxygène, qui est un déchet, mais qu'elles font sous forme gazeuse, comme ça, fouf, ça part dans l'air. Oui, ce que vous respirez, c'est du pipi de plante. C'est un déchet de plante, l'oxygène. Pardon, mais c'est ça. C'est bourré de déchets. Alors, c'est quoi la différence entre ces déchets-là et ces déchets-là? Ben, c'est que ceux-là, ils sont recyclés. L'oxygène, vous le réutilisez vous-même, vous le recyclez d'une certaine façon. Les feuilles mortes se décomposent et ça libère de l'azote, du phosphate qui va être réutilisé par les arbres pour grandir. Ça, c'est des déchets qui existent depuis longtemps et ça a sélectionné ceux qui l'utilisaient. Comme il y a de l'oxygène, ça a sélectionné ceux qui utilisent l'oxygène. Comme il y a des feuilles mortes, ça a sélectionné les champignons qui mangent les feuilles mortes. Vous y êtes? Les vieux déchets, ils sont utilisés. C'est au moment où un déchet apparaît que c'est problématique. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec l'apparition de l'oxygène. Parce que l'oxygène, il n'y en avait pas avant qu'il y ait de la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça a commencé il y a 2 milliards d'années. D'accord? Bon, il y a 2 milliards d'années, en fait, il y a 2,8 milliards d'années exactement, mais ça devient très commun il y a 2 milliards d'années. Il commence à y avoir des tas de petites algues qui font la photosynthèse. À l'époque, on ne peut vivre que dans l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, donc il n'y a pas d'ozone, donc il n'y a pas de bouclier contre les UV, on ne peut pas vivre sur Terre. On peut vivre que dans l'eau où les ultraviolets sont filtrés. Donc à l'époque, il y a de la vie que dans l'eau, et les premières algues commencent à faire de l'oxygène. Sauf que l'oxygène, c'est très oxydant, ça fait des radicaux libres. Si on n'a pas des dispositifs adaptés, on en meurt. Donc déjà, ça va bousiller toutes les espèces qui vivent à l'époque et qui ne sont pas adaptées à ça. Mais il y a pire. À cette époque-là, dans l'océan, il y avait beaucoup de fer. Du fer soluble, fer ferreux, pour parler chimiquement. À force que l'oxygène soit émis, ce fer va s'oxyder en rouille. Et la rouille, ce n'est pas soluble, ça tombe au fond de l'océan. Et voilà que la rouille tombe à 3 ou 4 km de profondeur, loin de la lumière où il y a les algues. Il n'y a plus rien, voilà, l'océan n'a plus de fer, et la vie dans l'océan manque de fer. Ne croyez pas que ce soit une vision de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on va pêcher la morue à Terre-Neuve ou en Islande? Parce qu'en route, vous pêchez 3-4 poissons, mais pas grand-chose. Il n'y a pas de fer, donc il n'y a pas de vie. Il y a de l'azote, il y a du phosphate au milieu de l'océan, mais ça manque tellement de fer que rien ne se développe. Si vous voulez fertiliser le cœur de l'océan, ne mettez pas comme dans un champ de l'azote ou du phosphate. Il faut mettre du fer. Sur le littoral, en revanche, arrive le fer qui vient avec les ruisseaux et les fleuves, qui vient des sols. Donc, sur le littoral, on peut pêcher. Dommage, parce que par ces ruisseaux et ces fleuves arrivent aussi des métaux lourds. Ceux qui font qu'on ne peut pas manger du poisson plus de 2 fois par semaine. Vous voyez la logique? Mais au milieu de l'océan, il est anémié depuis 2 milliards d'années. Et il y a 2 milliards d'années, tout le fer est tombé au fond des océans en formant des roches qu'on appelle les fers rubanés, dans lesquelles se trouvent à peu près 95% de nos mines de fer actuelles. 95% de nos mines de fer actuelles, c'est des roches qui ont 2 milliards d'années. Plus ou moins 100 millions d'années. D'accord? Parce que tout le fer a disparu. Alors sur Terre, il y a le fer des roches, qui est libéré dans les sols. Et en fait, il va s'en suivre, après 2 milliards d'années, 1 milliard d'années où il ne va rien se passer, qui est surnommé par les paléontologues « the boring billion », le milliard d'années chiant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fossiles et qu'on ne voit pas apparaître vraiment beaucoup de nouvelles formes. Après 2 milliards d'années, après 1 milliard d'années, ça va reprendre. Et en fait, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'évoluent des tas d'espèces résistantes à l'oxygène, voire même capables de l'utiliser, comme vos ancêtres. Et voilà que le déchet qui a pété la biosphère pendant 1 milliard d'années, au bout de quelques temps, il finit par devenir une ressource parce que ça sélectionne ceux qui l'utilisent. Et vous êtes là. Alors, tant mieux d'un côté. En plus, maintenant qu'il y a de l'oxygène, il y a de l'ozone, donc on peut vivre sur Terre aussi, puisque les ultraviolets sont filtrés par l'ozone. Vous l'avez vu l'équilibre, vous, là? Non, hein, l'évolution peut à tout moment générer quelque chose de nouveau qui provoque une embardée violente, un changement violent de la dynamique du vivant. Et finalement, l'homme, de ce point de vue-là, est très naturel. C'est la dernière embardée en date. Mais les embardées viennent parfois du vivant. Ce qui a modifié le vivant brutalement, ce n'est pas que des météorites, hein. La photosynthèse, l'oxygène. Bref, les vieux déchets, ils finissent par être utilisés. Le problème, c'est les jeunes déchets, ceux qui viennent d'apparaître. Je
Par exemple, le plastique. Le plastique, il est tellement pas dégradé que la seule chose qui peut lui arriver, c'est de se fragmenter en petits morceaux, les microplastiques, qui finissent par être tellement petits qu'ils rentrent par les pores de votre peau, par votre respiration, par vos aliments, parce qu'ils rentrent dans les plantes. Ces microplastiques, c'est une catastrophe sanitaire. Vous en mangez, tenez-vous bien, l'équivalent d'une carte bancaire par semaine. Alors, la dernière fois que j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, évidemment, tout de suite, vous avez tous les trolls de l'industrie du plastique qui arrivent. Ils sont très repérables. Parce que vous êtes dans un fil de discussion sur Facebook ou sur LinkedIn où vous êtes en français, et là, paf, il y a des mecs qui débarquent qui parlent anglais. Déjà, vous dites, mais d'où ils sortent? Et ensuite, quand vous copiez ce qu'ils disent et que vous le recopiez sous Google ou sur un moteur de recherche, vous trouvez qu'en fait, c'est... Ce machin, il le copie chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit du mal du plastique. Et donc, il y en a un notamment, comme quoi, vraiment, bon, non seulement ce sont des malfaiteurs en termes de santé, je vais y revenir, mais en plus, bon, c'est quand même des petites frappes, hein, c'est pas des gros caïds. Il y en a un qui me dit, non, l'article qui dit que c'est une carte bleue, une carte bancaire par semaine, est faux. C'est une carte bleue. Et alors, il me cite une référence, donc moi je vais voir. Et effectivement, ce papier analyse, dit oui, les méthodes spectroscopiques utilisées, blablabla, bla, 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 c'est plutôt une carte bleue tous les 3 mois. Ouf. On a eu chaud, hein. On vous la rentre entière, mais plus lentement. La carte bleue. Donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, ces microplastiques, le problème c'est que quand ils finissent de se déliter, ils donnent des petites molécules dont certaines sont inoffensives, la plupart, mais dont quelques-unes sont cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens. Bon, vous avez entendu parler des polluants éternels, c'est la même chose. Pourquoi on les appelle éternels? C'est parce qu'en fait, personne ne les dégrade. Donnez-moi 1 millier d'années ou 2 milliers d'années en plus, et je pense qu'il y aura déjà des choses qui commenceront à les utiliser. Vous y êtes? Parce que la sélection aura sélectionné ceux qui l'utilisent. En attendant, vous, dans 1 millier d'années, vous êtes comme moi, hein, votre cancer, vous l'aurez eu. Oui, parce que, en fait, on en a accumulé plein des molécules comme ça, et encore maintenant, on a plus de 5000 molécules par an nouvelles qui rentrent dans nos habitudes. Donc ces molécules et leurs dérivés par des modifications chimiques quand elles sont larguées dans la nature, on n'est pas tous faits pour elles et il y a des preuves que ça va mal. Parce que souvent les gens me disent « Among other people telling that to me, there are my good friends answering me when I speak about pesticides or plastics. They tell me, sorry for the English, but I guess you all speak a bit of English, they tell me, but life expectancy is rising. L'espérance de vie augmente. Bah oui, tu attaches une caravane à ta voiture, tu accélères, elle avance. Si tu détaches la caravane, elle ira peut-être plus vite. C'est vrai que l'espérance de vie augmente, mais regardez ça. En 50 ans, la concentration du sperme a été divisée par 2 en Occident, ça veut dire division de la fertilité par 2. C'est dur de faire le même calcul pour les femmes parce que dans ces 50 ans, les femmes ont commencé à faire des enfants plus âgés. Et la fertilité diminue à partir de 20 ans. Ok. Alors moi, je n'en veux pas du tout aux femmes de faire des enfants plus tard, mais du coup, dans les facteurs qui font que les femmes, effectivement, sont moins fertiles, il y a le problème de la toxicité de l'environnement et le fait de faire des enfants plus tard. Donc là, on ne sait pas extirper les 2 phénomènes. Par contre, pour les spermatozoïdes, c'est bon, c'est à âge constant, cette histoire-là. En 50 ans aussi, les cancers des 0-19 ans ont augmenté de 40% dans mon pays. Oui, me disent a small group of friends of mine, c'est parce qu'en fait, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on ne savait pas bien identifier les cancers. Bon, ok, d'accord. Il y a un cancer qu'on sait bien identifier, c'est le cancer du cerveau. Alors là, c'est clair. Pour plein de raisons, c'est connu. Et bien là, c'est multiplié par 3 depuis 1950. Bon. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des tas de choses qui s'accélèrent, qui s'améliorent. Les soins. En France, par exemple, nous avons le plus haut taux de cancer de l'OCDE, mais nous avons aussi le plus haut taux de guérison. Dieu est grand. Et ça cache, si vous voulez, ça fait... Il y a des tas de choses qui vont dans le sens de l'accroissement de l'espérance de vie, mais ça montre une toxicité intrinsèque de l'environnement. Et en fait, vous savez quoi, finalement, nul d'entre nous n'est adapté à chacune de ces molécules. C'est un petit peu comme si on avait monté un mur sélectif en face de nous, c'est-à-dire mis tellement de molécules différentes dans le milieu que, qui que tu sois, il y en a quelques-unes qui abrégeront ta vie
Vous y êtes? C'est con parce que cette histoire de mur sélectif, vous voyez qu'on n'est pas foutu de le faire à nos adversaires, mais c'est peut-être bien ce qu'on a monté en face de nous, en multipliant l'usage de molécules auxquelles d'ailleurs on n'est pas forcément très bien adapté, et surtout dont les dérivés, après modification dans l'environnement. Moi je ne veux pas remettre en cause les tests industriels. Ce que je sais, c'est que tu fous une molécule pas toxique dans l'environnement, et elle donne plein de choses différentes en fonction de ce qui lui arrive. Et dans les dérivés, ok. Alors, quand on est arrivé là, on se dit, Marc-André, tes déchets, moi, j'en veux pas. Non, mais attendez, il faut faire le tri. Parce qu'il y a des déchets qui, au contraire, sont extrêmement utilisables. Et j'aimerais partager avec vous une expérience, vous emmener plutôt à un endroit où, nous disait un grand architecte viennois, se cache l'éternité. Et, nous dit-il, c'est pas l'endroit où l'homme l'a cherché. Ce texte s'appelle Scheißkultur, la culture de la merde, et on le doit à un architecte organicien viennois, Hundertwasser, qui en fait utilise la merde des chiottes pour faire pousser des plantes sur ses bâtiments. Et c'est les grands bâtiments fleuris de Vienne qui ont d'ailleurs inspiré les maisons des hobbits, pour ceux qui connaissent les maisons des hobbits. Alors l'histoire est la suivante, c'est que là, nous mettons des déchets qui sont des ressources en fait. Mais comme on n'a rien compris à ce que c'est qu'un déchet, on se permet les plus dangereux et on jette les plus utiles. Dans votre urine, il y a 11 grammes d'azote par personne et par jour. Il y a 0,7 grammes de phosphore par personne et par jour, soit 3,5 grammes de phosphate. Ça fait que les Français pissent. Alors les Français, ils ont une agriculture qui s'exporte. Donc le chiffre est peut-être pas énorme. 30% des besoins en azote et en phosphate de l'agriculture. Chaque année, les Français pissent un tiers des besoins de leur agriculture. Comme c'est pas recyclé, voilà. Les agriculteurs se ruinent à acheter les engrais, et ils se ruinent parce que vous savez que les agriculteurs ne sont pas en forme financièrement, et nous, on se ruine à payer les impôts locaux pour disperser ça comme on peut dans l'eau. Ne pensez pas que ce fantasme est vain. Historiquement, les fosses d'aisance de la ville étaient vidées dans les campagnes. Aujourd'hui, des laboratoires de recherche de l'école des Ponts et Chaussées à côté de Paris travaillent notamment avec l'Agence européenne spatiale à des bâtiments à recyclage d'urine. Parce que l'urine, en fait, c'est stérile, il n'y a pas trop de microbes dedans. Et c'est plein d'azote, plein de phosphate. Bon, les crottes, il y a pas mal de phosphate, mais il n'y a pas beaucoup d'azote. Et puis, il y a plein de bactéries Burke qu'on ne peut pas mettre partout. Par contre, l'urine, c'est stérile, presque. C'est le liquide le plus propre que vous ayez. Vous expulsez le premier jet pour rincer la tuyauterie, et après, vous avez quelque chose avec lequel vous pouvez nettoyer les plaies. Ça, on l'ignore. Hein. Il y a très, très, très peu de bactéries, et notamment pas de bactéries qui peuvent s'installer sur des plaies. Ça va ? Eh bien, donc ça se récupère facilement. Il faut inerter la chose pour que ça ne donne pas d'ammoniac, mais ça se fait par basification ou par acidification. Enfin, on sait faire. Et donc, il y a des laboratoires très sérieux qui pense à valoriser ça. Sauf que la réglementation dit l'urine est un déchet, donc on ne peut pas la transporter et la vendre. Enfin, vous voyez le truc. Bref. On a quelques problèmes de réglementation. Mais, en fait, on n'a que des solutions. Surtout que si je rajoute ça, qui, si je l'ai bien traité, plein de phosphate et d'azote, que je le composte et que je le remets dans les champs, eh ben, je vais diminuer le besoin d'engrais minéraux. Et vous savez quoi? Si je diminue le besoin d'engrais minéraux... Ah, il y en a un qui va faire pipi. Alors, on doit être dehors, hein, dans la pelouse. Je vous emmène. Non, mais vous y êtes. Le truc, c'est que si vous mettez un maximum de ces déchets-là dans les champs, vous aurez toujours besoin d'engrais minéraux, mais un peu moins. Et donc, vous amènerez moins de cadmium. Et vous passerez en dessous de 1,4 fois la dose recommandée de cadmium, et vous serez dans les clous, et vous voyez que des solutions. Alors là, du coup, on se met à aimer l'urine. Bon. En fait, je vous avais promis une solution, vous avez vu que j'ai des solutions pour moins de pesticides, moins d'engrais minéraux. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent zéro. Je ne suis pas pour le bon ou le mauvais. Je panache, pour panacher les emmerdes et les avantages. Oui, parce que recycler l'urine, c'est pas gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, il faut faire l'installation. Après, en régime continu, c'est 2 fois moins cher pour les agriculteurs et ça génère 3 fois moins d'effet de serre. Un peu comme une sorte de solution, pas vraiment un déchet, une ressource. Bref, les déchets, ça se trie. Il y a ceux que l'on peut se permettre et qu'on devrait réutiliser, et ceux qu'on ne peut pas se permettre parce qu'ils tuent. Bon, et vous avez vu qu'au passage, plusieurs fois dans cet exposé, avant de conclure, là j'ai conclu sur les déchets, je vais rappeler que tout n'est pas bien fait.
dire la Covid ou l'invention de que la nature soit belle, d'accord, mais ça c'est nous, dans nos yeux. On se dit tiens c'est beau ça. La nature est belle, dans mes ouvrages, vous trouverez des pages où, un peu lourdasses, émotionnelles, où je m'émerveille du monde vivant. Donc oui, il est beau le monde vivant. Bien fait, franchement, dans un monde où on est destiné à devenir orphelin, parce que nos parents partiront avant nous, et ça vaut mieux parce que si jamais on part avant nos parents, c'est encore plus bordélique, ça tient du syndrome de Stockholm, hein, de penser que la nature est bien faite. Non ? C'est important parce que dans ce qui va suivre, on va voir ce que la nature a fait de nous, et en aucun cas je voudrais dire que c'est une bonne chose, puisque je vais au contraire vous parler de choses qui touchent à nos différences sexuelles et qui pour le coup, là il y a un truc à nettoyer, c'est clair, par rapport à notre héritage biologique. Bon, alors les sexes égaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes hétéro, moi c'est mon cas, et je vais vous dire, un des trucs que j'aime bien chez les filles, c'est justement des trucs par lesquels elles diffèrent de moi. Bon, alors, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie sexuelle, mais moi, dans ma vie sexuelle, j'ai repéré quand même qu'elles n'étaient pas tout à fait faites pareil. Mais prenons un exemple où on dit un homme et une femme, c'est pareil. Bah, les médicaments, les notices, elles sont unisexes. Alors, historiquement, les médicaments sont essayés sur des hommes. Bilan, eh ben, les femmes ont des effets secondaires 2 fois plus fréquents et 2 fois plus intenses. Sauf que, comme elles n'ont jamais été des hommes, elles ne font pas la différence, hein, elles se disent c'est normal, ben oui, et on n'entend pas trop parler. Par contre, on a des estimations qui nous disent que si on prenait vraiment en compte les posologies et les soins pour les femmes, quand c'est des femmes, et pour les hommes quand c'est des hommes, eh bien, la réduction de l'écart de prise en charge économiserait à l'échelle globale 920 milliards d'euros par an. Et là, vous voyez que les histoires de Marc-André, ce n'est pas des histoires de bien-être, ce n'est pas bêtement des histoires de longueur de vie. C'est très sérieux, c'est de l'argent. Parce que ça, c'est ce que vous payez. Des femmes qui ne vont pas au travail parce qu'elles ont des maladies qu'on aurait pu éviter. Vous y êtes ? Ou des familles qui s'écroulent et des orphelins parce que la maman meurt avant que... D'accord ? Bon, vous me direz, le papa peut s'en occuper, mais enfin, c'est quand même pas toujours donné, ça. Alors, maintenant, un autre endroit où c'est unisexe, eh ben, c'est les sièges de voiture. Ça va. Comme jusqu'à une date récente, qui n'est pas tout à fait révolue en Europe, les mannequins qui savaient faire des tests crash étaient masculinoïdes, et bien une femme, dans un accident de voiture, elle a 16% de risque de blessure grave en plus. Et si la collision est frontale, 60% de risque en plus d'en mourir. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, j'ai jamais entendu que les femmes soient plus blessées. Attendez de voir, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il n'y a pas effectivement plus de femmes blessées que d'hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire, c'est que les voitures étant faites pour des hommes ne sont pas faites pour des femmes, parce qu'une femme n'est pas faite comme un homme. Je vais vous donner même l'exemple le plus ridicule. Dans la façon la plus ringarde de voir la féminité, on met la femme dans la cuisine. C'est la place, hein, la femme fait la cuisine pour nourrir les enfants, et le mâle quand il rentre du travail. Ça va ? Mais vous savez que les mensurations des cuisines sont faites pour les hommes. Alors bon, des fois, il y a des hommes nains pour qui ça ne marche pas, puis des femmes un peu grandes qui sont ravies. Mais quand même, ça, c'est le truc vraiment con, quoi. Dans une société qui a toujours pensé que la femme devait aller dans la cuisine, elle devait faire la cuisine pour les hommes. Alors évidemment, ça se passe toujours de la même façon, hein, parce qu'effectivement, tout est fait pour les hommes, et comme les femmes ne sont pas faites comme les hommes, c'est toujours elles qui morflent. Ça, c'est pas souhaitable. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est des détails. Je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet et regarder l'asymétrie entre les hommes et les femmes pour la fonction de reproduction, pour le fait de faire des descendants. Alors, on va avoir une vision générale, on va convoquer un peu des espèces animales, ça va nous détendre un petit peu, et puis on va avoir des jolies histoires des jolies espèces d'animaux, ça va nous détendre. Alors, le sexe mâle, c'est celui, par définition, qui investit le moins quand il fait un descendant. Et le sexe femelle, et donc la femme dans l'espèce humaine, c'est celui qui investit le plus. Dans l'espèce humaine, il y a 9 mois de gestation, il y a l'allaitement, vous y êtes ? Et pour l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas s'investir autant ou plus. Moi, je me suis levé pour donner des biberons à mon petit, mais la nuit. Mais bon, biologiquement, quand même, le fait est là. Et d'ailleurs, si vous interrogez à savoir quel est le nombre record de descendants des femmes et des hommes, alors là, attention, référence bibliographique, il faut ouvrir le Guinness.
Oui, parce que j'ai quand même un peu lu avant la conférence, j'ai consulté des ouvrages de référence. Alors, pour l'homme, c'est 800. Record battu, selon ses biographes, par un des ancêtres du roi actuel du Maroc. Alors, techniquement, il y a un truc bien, c'est qu'il a un harem. Donc les seuls spermatozoïdes qui rentrent, c'est les siens. Donc on est sûr, quand un bébé sort, de qui il est. Après, c'est ses biographes, et à l'époque, comme ils étaient un peu payés, il y a... Bon. On pense que le record, en fait, mais on n'a pas de chiffre exact, c'est Gengis Khan. Parce que Gengis Khan, aujourd'hui, il y a quand même 30 millions d'Eurasiatiques qui ont son chromosome Y. Et quand Gengis Khan arrivait dans un village, soumis ou pas, il se faisait remettre pour sa nuit 2 femmes en période d'ovulation. D'accord ? Alors ça, c'est un truc crasseux dont on va reparler. Mais bon, en tout cas, le truc, c'est qu'on se dit, oui, 800, c'est une histoire d'organisation, mais c'est faisable. Bon. Pour les femmes, 800, non, là, non. C'est combien le record ? Qui a une idée du record pour les femmes ? 25. Qui dit mieux ? 40. Qui dit mieux ? Ah bah attendez, c'est les enchères, hein. Alors, battu 2 fois de suite, une fois par une paysanne russe au 17e. Alors vous allez me dire, le 17e plus la Russie pour les stats, c'est pas bon. Ok. Pourtant, l'agence TASS confirme. Et une deuxième fois au 19e par une bourgeoise suédoise. En fait, à chaque fois, c'est 27 gestations avec des grossesses en fait multiples et des jumeaux non homozygotes. C'est des femmes qui souffrent, je pense là qu'on va dire souffrir, parce que quand même, de polyovulation. Et donc, elles font plusieurs petits. À chaque fois qu'elles sont fécondées, elles le sont plusieurs fois. Une jeune africaine vient de se faire retirer les ovaires après son 45e enfant. Et alors, je crois en une vingtaine de gestations, mais c'est polyovulation aussi. Non, pas une vingtaine de gestations, une quinzaine de gestations. Mais c'est de la polyovulation. D'accord ? Alors, même si on s'est un peu amusé sur... Enfin, amusé. On a un peu dérivé, mais vous sentez quand même que l'idée, c'est que pour un mâle, quelle que soit l'espèce, la façon d'avoir des petits, c'est d'avoir une femelle, et ensuite, c'est elle qui le fait. Donc, le nombre de descendants est limité par l'accès aux femelles qui feront le travail, en fait. Pour les femelles, elles ne peuvent pas optimiser le nombre de descendants en épuisant le nombre de partenaires. Par contre, elles peuvent optimiser un truc, c'est-à-dire qu'elles auront plus de descendants si les descendants survivent mieux. Et pour qu'ils survivent mieux, il faut prendre un partenaire de bonne qualité, génétiquement. Mais comment faire ? Alors, explorons d'abord le premier problème, maximiser le nombre de partenaires pour les mâles. Alors, je pense que vous me sentez venir avec des bottes, mais je voudrais d'abord introduire un moment de poésie en vous demandant le point commun entre ces 2 espèces qui sont à l'écran. En dehors du fait qu'elles sont sympas et un peu en voie d'extinction. Elles ont un bec, oui. Alors, c'est vrai aussi. Ce sont 2 espèces où les mâles n'arrêtent pas de harceler les femelles pour essayer de s'accoupler avec à tout prix. Et dans toutes les espèces biologiques où le viol existe, il est pratiqué par les mâles. On connaît même des espèces d'insectes où le mâle fait le travail avec un organe spécialement fait pour. Cette pince chez la mouche scorpion n'existe que chez le mâle et permet de maintenir la femelle en position d'accouplement. Vous coupez la pince, l'accouplement est possible avec les femelles consentantes, mais pas les autres. Et c'est toujours chez les mâles qu'on a ces trucs-là. Bon. L'idée, c'est que si un mâle a dans ses gènes, pas forcément un gène du viol, c'est pas aussi simple que ça, mais des déterminants qui font qu'il a tendance à être très très insistant, et il aura plus de descendants. Et si c'est des mâles, il leur transmettra peut-être cette tendance à insister beaucoup. Voilà. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est des animaux. Ah oui, en France, pour vous donner des statistiques françaises, il y a 60 fois plus de femmes qui déposent plainte pour viol que d'hommes. Quand on regarde les chiffres de plus près, on s'aperçoit que quand les hommes posent plainte pour viol, il y a beaucoup de classements sans suite ou de non-lieu. Pour les femmes, on sait très bien qu'une femme sur 10 seulement porte plainte. En fait, c'est pas si drôle que ça, cette histoire-là. C'est l'histoire de MeToo. Et c'est une histoire dont on ne veut plus entendre parler. On ne veut plus en entendre parler. Et moi, quand j'entends des gens qui disent « oui, mais c'est culturel le viol », peut-être,
Mais c'est construit sur quoi? C'est des moments où la culture amplifie une tendance biologique. Un homme qui séduit les femmes, pour lesquelles les femmes craquent, c'est plutôt positif, n'est-ce pas? C'est quand même plus neutre pour une femme qu'elle fasse craquer les hommes. Voire même, dans certains milieux, c'est considéré comme répugnant. Pourquoi? Le crime passionnel a longtemps été une circonstance atténuante en France. Il l'a tué, mais il l'aimait. Et c'était toujours des mecs. Vous y êtes? Parfois, la culture, bien sûr, il y a des dimensions culturelles, amplifie le viol. Alors, mais il y a une racine biologique. Alors vous allez me dire, mais en fait, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça n'augmente pas le nombre de descendants. Alors, peut-être aujourd'hui, non, mais hier, parce que nous sommes héritiers d'hier. Hier, Gengis Khan, hein? Ben oui. Et aujourd'hui, en Ukraine, ça n'existe pas comme un outil de guerre qui va faire que ceux qui le font auront plus de descendants que ceux qui ne le font pas. Les femmes ont beau essayer de se débrouiller pour n'avoir que les enfants qu'elles veulent. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'avantage sélectif n'existe pas encore dans certains coins. Répugnant, il est vrai. Bref, ce que j'ai dit, c'est que la coercition sexuelle des mâles sur les femelles, elle existe aussi potentiellement chez nous. Et nous, on doit dire que c'est un risque, sans culpabiliser les gamins, pour qu'ils en fassent un tabou. Aujourd'hui, c'est un tabou d'être à poil. Si je me mets nu devant vous, vous serez choqués. C'est un tabou de faire pipi devant les autres. Du coup, vous êtes sortis au lieu de calmement aller faire pipi sur scène. Ça n'a jamais tué personne. Mais par contre, le fait d'être un peu insistant avec une fille, ça, c'est pas complètement tabou. Dans certains milieux, c'est un peu mal vu maintenant. Mais enfin, ça n'empêche pas que les femmes souffrent de féminicide plus que les hommes de l'inverse. Je vais être très clair, je n'ai pas justifié le viol, attention, et je vais vous prendre une image pour ça très nette. La plaque dentaire, c'est une plaque qui se dépose sur les dents. Au bout de 6-7 jours, elle est tellement épaisse qu'au cœur, il y a des bactéries qui s'installent et qui commencent à produire de l'acide pour faire des trous dans les dents. Ce sont les bactéries de la carie. Quand je vous raconte ça, je ne justifie pas la plaque dentaire, ni la carie. Bien au contraire, je vous donne envie de vous brosser les dents pour éviter la plaque dentaire et donc pour éviter la carie. En creux, je vous donne une solution. Eh bien, brossez-vous l'activité sexuelle aussi. Il y a besoin d'un bon coup de brosse, là. Alors maintenant, pour les femelles, évidemment, ce n'est pas en sautant sur des mecs qu'elles vont avoir plus de descendants. Là, ça, c'est sûr. En revanche, comme elles sont limitées par le nombre de descendants qu'elles peuvent faire, s'ils survivent mieux, c'est mieux. Donc, il vaut mieux avoir un partenaire qui amène des gènes de bonne qualité et qui ne soit pas maladif, souffreteux, bizarre. Enfin, au moins biologiquement. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos sociétés, s'il a un gros portefeuille, même s'il est souffreteux, ça peut être intéressant. Donc je reviendrai à nos sociétés, mais je voudrais d'abord regarder le point commun entre ces deux espèces, en dehors du fait que celle-là disparaît et que les deux sont bien sympathiques. Les mâles sont bizarres. Là, ils portent 10 kilos de pierre sur la tête qui repoussent tous les ans. Vous allez dire, oui, ça leur sert à se battre. Que nenni. La seule partie vulnérante, c'est l'andouiller de massacre qui est là. Le reste, de la déco. Et ne me dites pas que ça sert à creuser des trous en hiver pour trouver des bulbes, parce qu'en hiver, justement, ils tombent, les bois. Les femelles, elles ont juste le minimum vital, et avec ce minimum vital, si elles ont décidé de te faire chier, tu peux passer de vie à trépas facilement. Vous me suivez ? Ah oui, mais les femelles préfèrent les mâles qui ont les plus grands bois et les bois les plus symétriques. Et si tu arrives à faire pousser 10 kilos de bois tous les ans bien symétriques, c'est que tu es en bonne forme. Là, tu ne peux pas mentir là-dessus. C'est un indice de qualité génétique. Chez les hirondelles, les mâles ont une queue plus longue que les femelles. Ça se voit sur l'image, puisque c'est un couple. Quand on leur coupe la queue, ils volent mieux. Un peu comme quand on coupe ça, la bestiole court mieux. Ah oui, mais les femelles préfèrent les mâles qui ont une queue plus longue. Alors elles préfèrent autant qu'elles y arrivent, parce qu'effectivement, des fois, il y a de la coercition et les mâles essaient de s'installer. Mais quand elles choisissent, pourquoi ? Parce que s'il survit à un truc qui l'empêche de voler bien, c'est qu'il est de bonne qualité et il ne peut pas tromper sur la marchandise. On a des trucs infâmes chez les insectes. On a une mouche chez lesquelles les mâles ont des yeux pédonculés. Alors ça, et pas les femelles, hein. Alors ça, c'est un truc de con, parce que tu tapes dans le noir et pof, tu vois plus rien. Mais même le jour suivant.
Là, j'ai les lucanes que vous connaissez bien. Les femelles ont des petites mandibules fonctionnelles. Les mâles ont des mandibules énormes qui font presque la moitié du corps et qui sont tellement énormes qu'elles ne permettent même plus de mâcher. Ah oui, mais les femelles préfèrent, quand les pédoncules sont les plus longs, entre deux longueurs de pédoncules, elles prennent les plus longues, et entre deux tailles de mâchoires, elles prennent les plus grosses mâchoires. Parce que si les mâles survivent à des handicaps comme ça, c'est qu'ils sont de bonne qualité, il n'y a pas. Alors évidemment, elles ne se disent pas « Ouh là là, je vais le prendre parce qu'il a l'air de bonne qualité ». Non, mais si jamais elles ont une petite préférence pour ça, elles auront plus de descendants. Et qu'est-ce qui se passe? Ces descendants héritent de leur préférence ou des handicaps du père. Alors, handicap, le mot est lâché. Je vais maintenant vous parler d'un handicap comportemental avec les goupilles, qui explique que ce soit une espèce qu'on aime bien. Les goupilles, les mâles surtout, ils ont une nageoire pas possible, 4 ou 5 fois plus grande que ce qu'il faut pour nager, avec des couleurs d'enfer. Quand ils voient un prédateur, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, c'est qu'ils regardent s'il y a des femelles autour. S'il n'y a pas de femelles, ils se barrent. S'il y a des femelles, pof, ils sortent la voilure et ils font les malins et ils essaient de se barrer. Alors là, les femelles, elles craquent pour ça. Quand ensuite elles ont le choix entre les mâles, c'est ceux qui ont fait les cons face aux prédateurs le plus longtemps, qui ont droit à... qui sont choisis en priorité, parce que si effectivement, avec une conduite débile comme ça, ils arrivent à survivre, c'est qu'ils nagent vite et qu'ils... Vous voyez, c'est une preuve indéniable de qualité. Évidemment, personne ne se dit « Oh, moi je vais plaire aux femelles », c'est juste que c'est des réflexes des mâles, et les mâles qui ont ces réflexes, ils ont été sélectionnés, et puis c'est des réflexes des femelles, et les femelles qui ont ces réflexes ont été sélectionnées. Personne n'est volontaire dans ce truc de con. Mais enfin, quand même un truc de con. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, Marc-André, c'est des histoires d'animaux, et chez nous, Dieu merci quoi? Chez nous, il naît 105 hommes pour 100 femmes. Et vous allez voir que ça, c'est pas normal génétiquement. Hein. Normalement, il devrait y avoir autant de mâles que de femelles pour plein de raisons. Notamment parce qu'il y a la moitié des spermatozoïdes qui sont X et la moitié qui sont Y, donc il devrait y avoir moitié-moitié. Il y a plus de mâles. Pourquoi? C'est parce que la nature pourvoit aux déchets de mâles à cause du handicap. Suivez-moi. Je vais maintenant dans les EHPAD. Qu'est-ce que je découvre? Qu'il n'y a que des femmes. Enfin, il y a quelques hommes. Parmi les centenaires, il y a... Flûte, le diaporama n'est pas bien corrigé, il y a 17,6 hommes pour 100 femmes. C'est 100 qu'il faut lire là. J'ai ramené à 100 à chaque fois pour que vous ayez... Vous y êtes? Ah, ça d'écart, hein? Alors, pourquoi? Pourquoi cette surmortalité masculine? Avant la puberté, il y a un peu plus de mortalité masculine, et je vais vous dire, ça c'est lié au fait que fonctionner la testostérone, ça donne une physiologie un peu plus fragile. Oui, le sexe fragile, c'est le sexe masculin. Les hommes ont plus de maladies que les femmes, meurent plus de maladies bactériennes, ont plus de problèmes fonctionnels, de maladies fonctionnelles. Un peu plus. Et c'est ce qu'on voit avant la puberté. J'arrive à la puberté, pouf, la surmortalité fait un saut. Et les 40% de plus, vous savez ce que c'est? Accident de la circulation, sport extrême, prise de risque. J'ai un neveu, pauvre Pio. Il faisait le malin en sautant du haut des réverbères. Il montait sur les réverbères, il sautait. Et effectivement, c'était la coqueluche des filles, parce que c'était vraiment un mec solide, courageux. Et voilà, il y a 6 mois, il est tombé sur la tête. Voilà. Voilà. Alors là, en général, c'est un mec. Hein. Bon, ça ne dit pas que ce n'est pas parfois une femme. En fait, nous, on a un handicap comportemental, comme les goupilles. Et d'ailleurs, il y a des tests, je raconte ça dans mon livre, il y a des tests psychologiques où on dit à des garçons de dire qu'est-ce qu'ils feraient entre deux possibilités, une risquée, l'autre moins, et ils remplissent leur feuille de test, et puis il y a des gens dans la salle. Pour eux, ils s'en font le test. On leur dit surtout pas ce qui se passe. Mais en fait, d'une salle à l'autre, il n'y a pas autant de femmes. Plus il y a de femmes dans la salle, plus les déclarations sont en faveur d'une prise de risque. Moins il y a de femmes dans la salle, moins les déclarations sont en faveur d'une prise de risque. On a tout un tas d'indices qui montrent que chez nous, il y a un handicap comportemental et que, comme il élimine des hommes plus rapidement que les femmes, eh bien, la sélection naturelle a complété la quantité d'hommes pour arriver à 100% en moyenne à l'âge de reproduction. Et c'est pour ça, les amis, que vous ne savez pas que les femmes meurent plus souvent au volant, c'est qu'elles conduisent moins comme des merdes. Alors évidemment, elles font de la tôle froissée, elles plient des réverbères, oui, mais en fait, elles ne prennent pas de risques. Enfin, elles prennent des risques avec la carrosserie éventuellement, mais vous voyez,
D'ailleurs, ça même, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais tout le monde dit que les femmes conduisent mal parce que la tôle froissée. Sauf qu'elles crèvent jamais. Alors regardez ce chiffre. En France, 84% des auteurs d'accidents mortels et 89% des conducteurs alcoolisés sont des hommes. Donc du coup, ils ont beau risquer moins de mourir, et ben ils meurent plus. Et donc on n'est pas au courant que les femmes ne sont pas servies par la structure des sièges et des habitacles d'auto. Bon, la préférence pour le handicap et le handicap peuvent être sélectionnés chez nous et il faut absolument que nous, on essaye de préparer nos gamins à avoir d'autres valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas que séduites par la prise de risque. En plus, c'est con d'avoir cette idée en tête. Mais il faut peut-être que les femmes envoient des signaux très clairs aux hommes qu'elles cherchent autre chose que ça et qu'on sache que cette tendance existe au fond de nous et qu'en fait, elle nous prive d'un certain nombre de garçons. Alors vous êtes peut-être un peu gêné par tout ce... parce que c'est un peu intime la sexualité, et puis ça remue des trucs curieux, mais vous comprenez bien que c'est là où la logique naturelle est au fond de nous, et tant qu'on ne la gère pas, ça tue des gens. Vous les avez vus les morts là, j'espère. Ou des gens en tout cas très endommagés, que ce soit par un viol ou par le fait d'être sauté du haut d'un lampadaire devant 12 filles. Il y avait 12 filles. Comme quoi il y a même des filles qui envoient des signaux bizarres. Hein. Bon. Alors, le culturel dans tout ça, je ne l'ai pas nié. Généralement, ce que je veux, moi, c'est que la culture ne renforce pas le biologique. Je veux qu'elle fasse avec le biologique quelque chose que l'on veut, et notamment un épanouissement plus grand des hommes et des femmes, notamment dans leurs liens. Et je vous rappelle que je n'ai rien justifié. J'ai raconté des scénarios issus de sélections anciennes qui n'ont plus de raison d'être maintenant et qui ne sont pas optimisantes du tout. Je n'ai rien justifié. L'égalité et la complémentarité entre les sexes, ce n'est pas donné du tout. C'est à construire, et à construire sur des fondements qui sont des fondements biologiques et qui nécessitent peut-être quelques petits coups de rabot. Alors, est-ce qu'on va en finir avec les mythes ? Bon, pour ce soir, oui, vu l'heure. Ce qui est certain, c'est que notre lien à la nature et donc notre capacité à appréhender ce qui s'y passe, ce dont nous sommes héritiers, ce dont nous sommes constitués, d'où nous venons et où nous allons, rien que tout ça, c'est pas aidé par exemple par nos représentations culturelles. Regardez le temps dans la nature et le nombre d'animaux par plan dans les dessins animés de Walt Disney sur une 50aine d'années, c'est pas chouette. Nos gamins, ils sont pas... Voilà. En 20 ans, la distance à l'endroit de nature de plus proche, la distance moyenne de notre habitat à l'endroit de nature spontanée le plus proche a augmenté de 640 mètres. On n'est pas parti pour ça. Par ailleurs, on a quand même des gens, aussi bien dans le domaine de la finance que dans le domaine de la médecine, que dans le domaine de la philosophie, qui commencent à nous dire « oui, mais en fait, tout dépend de la nature ». Et les philosophes comme Descola et Bruno Latour nous disent, ou Baptiste Morisot nous disent « oui, nature et société, c'est comme le côté face et le côté pile d'une pièce. Ce sont deux aspects de la même chose. Et nous sommes intriqués dans la nature. » Un de mes amis du professeur au muséum, Harold Levrel, a écrit un livre où il dit que l'économie est encastrée dans la nature. Bon, là, c'est plutôt un encastrement carambolage en ce moment, mais il y a effectivement des liens étroits entre ce que sont nos sociétés et ce que nous sommes et la nature. Certains le repèrent, mais moi, je suis désespéré parce que je vois très bien, et j'ai fondé avec d'autres une fédération qui se bat contre ça, je vois très bien que le temps d'enseignement des sciences du vivant et de la Terre diminue dans mon pays. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là, récemment, les dédoublements d'heures de travaux pratiques en 6e ont été donnés aux mathématiques pour faire des dédoublements d'heures de soutien en maths. Bon, les gamins, ils sont comptés, mais je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de choses vivantes à compter autour d'eux. On a aujourd'hui une structure de l'enseignement qui n'a pas fait du savoir-vivre et du savoir ce qu'est le vivant, qui est pourtant la première donnée, qui n'a pas fait de ça le cœur de la formation. Du coup, on a fait des générations qui ont construit des catastrophes environnementales et sanitaires qu'on a décrites, et on refait les mêmes générations. Parce que les fondamentaux, ce n'est pas lire, écrire et compter. C'est savoir vivre d'abord. Et au fait, très vite, on s'aperçoit que comprendre le vivant sans compter, écrire ou lire, ce n'est pas possible. Donc, j'ai rien contre lire, écrire et compter. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Car en la mettant avant les bœufs, nous fîmes les crises sanitaires et environnementales dans lesquelles nous nous fourvoyons actuellement. Tout ça, c'est l'histoire de problèmes, mais c'est aussi en creux, si on reprend, si on redéplie les choses différemment, des tas de solutions qui existent et qui sont des belles au bois dormant, car nous sommes si ignorants du vivant que nous ne voyons même pas une solution en tirant la chasse d'eau, une solution dans la diversité génétique, une solution dans nos microbes. Nous ne voyons même pas la solution qui dort là. Je vous appelle à l'analogie de la chaussette.
voilà une chaussette de mon fils que je sors de la machine à laver. En général, vu l'heure à laquelle je rentre après mes conférences, c'est pas moi qui l'ai lancé la machine, mais je sors des fois la chaussette, alors elle a été retournée parce qu'elle est brodée, et voilà une chaussette qui sort de la machine à laver. Elle est belle? Pas trop. Pas trop, mais en fait, elle a été retournée, rappelez-vous, donc je vais la retourner, puis après, je vais l'aplatir un peu, oui, parce que je ne vais pas la repasser quand même, hein. Je l'aplatis un peu, et regardez, en fait, cette belle chaussette, c'est un écureuil qui me demande de l'embrasser. Ce que je veux dire avec cette métaphore de la chaussette, c'est que c'est la même chaussette. C'est comme votre lien à la nature. Il est dans cet état-là, ben, il serait temps de le retourner. Et le même lien sera dans cet état-là. En fait, je terminerai sur les mots d'un anthropologue canadien, la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on l'ignore, on la prend dans la gueule. Si on sait comment ça marche, on a des solutions qu'on n'imagine même pas. Et beaucoup de nos problèmes ne sont plus des problèmes. Mais comment expliquer ça à des gens qui ne connaissent pas le vivant? C'est pour ça que je vous suis profondément reconnaissant d'avoir passé cette soirée avec moi. Merci. Alors, on va passer à la séance de questions. La phrase habituelle, la première étant la plus difficile. Claude, tu peux te reposer aujourd'hui. J'écoute, mais je remonte. Dites-moi. Merci beaucoup pour cette conférence, Monsieur Sellos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis microbiologiste clinicienne. Et en fait, dans mon métier, on reçoit énormément d'informations de la part de l'OMS. Et ça fait depuis les années 2000 qu'ils ont lancé un projet qui s'appelle le One World, One Health. Et qui consiste justement à voir la planète comme un système avec beaucoup d'interdépendances, et que c'est pas possible pour l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, d'améliorer la santé humaine sans tenir compte de la santé de l'ensemble du vivant ou du climat, donc, et qui justement intègre énormément de choses que vous décrivez ici. Alors ils ont demandé aux grandes instances au niveau des différents continents d'aller auditer les différents pays. Donc la Belgique, par exemple, a été auditée par le CDC, l'équivalent européen du CDC américain. Et les pays mettent en place des plans. Et on a un plan en Belgique qui est le One Health aussi, mais donc en lien avec l'OMS. Donc une seule santé. Donc l'idée, c'est que la globale. santé est dépendante de caractéristiques écologiques et environnementales. Donc ma question, c'était... est-ce que vous avez observé ça se mettre en place, et qu'est-ce que vous pensez de ces efforts qui sont là par rapport à ce dont vous nous parlez? En fait, l'OIE, donc la structure de l'ONU qui s'occupe des épizooties, la structure de l'ONU qui s'occupait de l'eau et la structure de l'ONU qui s'occupait de la santé, l'OMS, se sont aperçus qu'ils travaillaient sur les mêmes dossiers et que finalement tout ça s'était lié. Et c'est eux qui ont promu à partir de 2000 cette idée qu'on ne peut pas comprendre la santé sans comprendre l'environnement aussi, pour le dire autrement. Bien. Alors, ça s'est lancé. Le problème, c'est que c'est beaucoup resté de la théorie. Bon, moi, par exemple, j'ai participé à l'élaboration d'un module qui, dans plus d'une vingtaine de facultés de médecine en France, est disponible en ligne en début d'année. Sauf que, c'est en ligne. Et deuxièmement, dans beaucoup de ces facultés, c'est pas évalué. Donc, c'est souvent vite fait. Qui est un module, justement, sur la pertinence d'une compétence environnementale et évolutive en biologie, en médecine. Oui, parce que dans mon pays, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais les facs de médecine ne sont pas dans les facs de sciences. C'est comme si c'était écrit que ça allait mal se passer, cette histoire. Bah oui. Non, mais c'est ça. Et je vais même être plus méchant. Un certain Mandarina, dans le domaine de la médecine, n'a pas voulu rentrer dans les fourches codines d'une égalité disciplinaire avec des disciplines comme l'écologie ou les sciences de l'évolution. Ça fait qu'aujourd'hui, les médecins prescrivent des antibiotiques en dépit des lois de l'évolution. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette histoire de déterminant environnemental, il passe mal. Il passe mieux, vu la structure de leurs études, dans mon pays en tout cas, chez les vétos.
qui eux, finalement, ils ont une approche plus écosystémique des choses et de la santé animale en particulier. Mais pour en revenir à ça, ce module, il est un peu posé, dans les facultés où il a lieu, il est un peu posé comme ça, puis après, le boulot habituel reprend son cours avec de l'éthiopathologie, de la ceci, de la cela, et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peine à pénétrer, notamment là où ça pourrait fleurir le mieux, c'est-à-dire dans les plus jeunes cervelles. Donc c'est une très bonne idée, c'est un décloisonnement, mais avec des structures d'études cloisonnées comme on a, et notamment cette histoire que des études de médecine ne sont pas des études de sciences. Diable, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça va tarder à fleurir. Et justement, cette fédération Biogé, là, qui regroupe tout un tas de grandes sociétés scientifiques et d'institutions et d'académies françaises, se bat aussi pour plus d'interdisciplinarité. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'on travaille en silo. Donc chacun est un spécialiste d'un truc, et néglige complètement que la spécialité du voisin pourrait l'aider à réaliser la sienne, et vice-versa. En Belgique, l'Institut de santé publique pour les êtres humains, pour nous, a fusionné il n'y a pas longtemps avec celle pour le monde vétérinaire pour donner Scienza Sano, en fait. Alors, souvent, la jonction entre les vétos et les médecins se passe bien. Même si les médecins regardent un peu les vétos de haut, parfois quand même. Quand même, soigner un animal, c'est pas comme soigner un homme. Bon. Mais par contre... l'écologie n'est pas au rendez-vous. Et je vais vous donner un exemple de ça. La vraie définition de One Health, c'est de dire il n'y a pas d'homme en bonne santé si les animaux ne sont pas en bonne santé et si l'environnement n'est pas en bonne santé. Moi, je sais ce que c'est que la santé d'un humain, je sais ce que c'est que la santé d'un animal. Je veux dire, en tant que spécialiste de l'évolution, moi, ce que je dis, c'est que plus on est en bonne santé, plus on peut faire des descendants. Moins on est en bonne santé, moins on peut en faire. C'est une approche vraiment évolutionniste. C'est une définition parmi d'autres. Bon. Mais je sais le définir. C'est quoi le nombre de descendants d'un écosystème ? C'est quoi le nombre de descendants de l'environnement ? L'environnement, les écosystèmes, c'est des sommes d'organismes. Ça a des propriétés qui ne se réduisent pas à celles des organismes. Et en particulier, ça n'a pas de descendants. C'est fait des descendants de ce que contenait l'écosystème ou l'environnement avant. Mais la santé d'un écosystème, la santé de l'environnement, c'est un non-sens biologique. Mais c'est dans la définition. En fait, dès sa naissance, One Health, c'est un truc entre les vétos et les médecins qui, en dépit de ce qui est prétendu, n'intègre pas l'écologie encore. Et je suis féroce là-dessus. Et j'ai l'air de dire du mal des médecins. Mais vous avez remarqué qu'en creux, je dis du mal et du bien de tout le monde. Tous les compartiments d'une société malade sont à la fois malades et facteurs de guérison. Et moi, je vais chez le médecin avec une reconnaissance infinie. D'accord ? Et j'ai un veto qui a sauvé mon lapin quand j'étais petit, et je l'aime encore. Bon. Donc, mon problème, ce n'est pas de stigmatiser des populations, mais c'est de stigmatiser ces tendances à l'excès qui sont en nous, et cette tendance aussi que nous avons à ne pas écouter l'écologie. Jusqu'au point où One Health, très bien inspiré en prenant l'environnement en compte, parle de santé de l'environnement, là où... Allez, dernière couche. Vous prenez la pâture la plus riche, la plus diverse en fleurs, la plus productive que vous connaissez, ça va ? Vous déversez dessus une dizaine de tonnes d'hydrocarbures, des bien toxiques, bien polyaromatiques, à l'hectare. Vous saupoudrez de cadmium et de zinc. Et vous faites un micro-trottoir parmi les microbes qui mangent qui s'installent là, qui mangent des hydrocarbures et qui sont tolérants aux métaux lourds. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Super ! Alors là, enfin, c'est bien. Parce qu'avant, c'était quand même dur, il n'y avait rien à bouffer, puis... tous les non-résistants aux métaux lourds proliféraient, on avait du mal. Ben oui, pour eux, l'environnement sera, si jamais ils ont des médecins, ces médecins diront, ah, l'environnement est enfin en bonne santé. Oui, en fait, cette histoire, c'est ce qu'on appelle un environnement de bonne santé, c'est juste une dynamique écologique compatible avec notre santé. Et ça requiert bien de l'écologie, mais pas une approximation grossière comme la santé des écosystèmes. Oui, Monsieur Selos, 3 petites questions, si vous permettez. Vous avez parlé de l'appauvrissement de notre microbiote. Donc la première petite question par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez des probiotiques ? Alors la deuxième question, vous connaissez les champignons. Il paraît que les champignons laissent des molécules qu'on ne digère pas. Et la troisième question par rapport à une interview d'un médecin nutritionniste
sur les légumes verts riches en oxalates, qui seraient délétères pour la santé. Merci. Alors, sur le premier point, les probiotiques, ça consiste à manger des petites capsules avec des microbes dont on veut qu'ils s'installent en nous. Il y en a en parapharmacie, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'homologation au niveau national ou européen. Ce n'est pas considéré comme des médicaments. Parce que ça ne demande pas le même savoir-faire, et puis parce que les agences qui s'occupent de médicaments, elles sont comme tout le monde, elles ne croient pas au vivant comme une solution. Elles croient à la chimie, elles croient à la technologie, genre des radios ou des plâtres. D'accord ? Donc, pour l'instant, si vous voulez, il y a une sorte de flou, et quand vous achetez un truc, vous ne savez pas trop ce qu'il vaut parce qu'il n'y a pas de procédure d'homologation. D'ailleurs, c'est souvent pas sous prescription. Alors, il y en a qui marchent bien, la levure, l'ultralevure, hein, quand on a mangé des antibiotiques, c'est très bien. Il y en a d'autres qui marchent moins bien, et en fait, on est un peu dans le flou. Mais je vais vous dire, avant de vous inoculer des bons médicaments, ayez des conduites raisonnablement contaminantes et mangez de quoi nourrir les microbes. Je m'explique. Soyez propre, mais pas trop. Une carotte bien rincée, alors surtout si elle bout après, c'est pas la peine de l'éplucher. Sauf si elle n'est pas bio. C'est sûr que là, vous pouvez vous poser une question. Mais vous y êtes, on n'est pas obligé d'éplucher tout. On n'est pas obligé de laver tout. On n'est pas obligé de cuire tout. Ça va ? Alors vous allez me dire, on risque d'attraper des maladies. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut être vacciné. Les vaccins permettent d'éviter les boulets. Et puis après, vous pouvez avoir des conduites plus contaminantes. Moi, je ne passe pas ma vie à me laver les mains. Je me lave les mains quand je vais toucher une plaie ou quand je vais préparer des aliments après avoir risqué d'avoir des contaminations fécales parce que j'ai ramassé un truc dans la rue et qu'il y a du caca de chien dans les rues de Paris. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais faut déjà penser à ne pas être trop propre tout en étant suffisamment propre. Et puis ensuite, il faut manger des fibres. Ça, c'est vraiment le truc de base. De toute façon, vous pouvez vous prendre tous les probiotiques que vous voudrez. S'il n'y a pas de fibres, ils ne resteront pas. Vous voyez ? Donc moi, je penserais plutôt à une attitude pas hyper hygiéniste et qui nourrissent les microbes. Et puis alors, si vous voulez continuer, il y a aussi les toxines qui tuent nos microbes. Alors vous pensez tout de suite, je pense aux antibiotiques, et là vous faites erreur. Parmi les toxines qui tuent nos microbes, il y a surtout les émulsifiants, les antioxydants, les antimicrobiens et les colorants de nos aliments. Et donc, voilà une raison de plus de ne pas manger des aliments ultra transformés. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont la charge toxique la plus importante pour nos microbes. Bien plus que les antibiotiques qu'on prend un petit peu, puis après, on arrête, donc les microbes reviennent plus ou moins vite. Alors peut-être plus vite avec des probiotiques, là, c'est peut-être une idée, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses à faire avant de s'inoculer les bons microbes. C'est de ne pas les tuer et de les nourrir. Donc voilà. Après, les champignons, comme tout ce que nous mangeons, les champignons, parce que nous on est omnivores, on est adapté à rien en fait. On peut manger de tout, mais on n'est pas bien adapté à tout. Si on était des koalas, on pourrait manger des feuilles d'eucalyptus, on serait sûr que c'est parfait pour nous. Sauf qu'on n'est pas des koalas. Donc c'est génial, parce qu'on ne peut pas crever de faim, on a toujours un truc à bouffer, même un ver de terre ou un cloporte, s'il n'y a vraiment rien à manger. Mais on est adapté à rien, donc tout contient des molécules pas bonnes. D'où l'importance de manger diversifié. Parce que du coup, vous diluez les toxicités. Par exemple, dans une alimentation vraiment variée, l'intolérance au gluten, c'est difficile de la ressentir. Parce que vous ne mangez pas beaucoup de blé. Aujourd'hui, blé, maïs et riz, c'est 60% de l'apport calorique de l'humanité. Si vous ne supportez pas le blé, c'est dur de ne pas y passer. Alors donc, voilà. Et votre dernière question portait sur l'oxalate. Alors, les végétaux sont les premiers à faire des pesticides. Alors, ils font de l'oxalate, c'est vrai. Il y en a d'autres qui font des composés producteurs de cyanure, d'autres des composés soufrés qui sont toxiques, d'autres des alcaloïdes toxiques, d'autres des tanins toxiques, d'autres des terpènes toxiques. Et nous, biologiquement, toutes ces molécules-là, on les trouve un peu amères, âpres, et elles nous font tirer au cœur. Donc on les évite. Quand on a domestiqué les plantes, on a en fait réduit la quantité de ces toxines, mais pas forcément complètement. C'est une des raisons pour lesquelles les plantes sauvages peuvent être conseillées comme activité ludique, ou comme condiment, mais il ne faut pas en manger de grandes quantités. Non, n'en déplaise, j'ai eu des engueulades avec un type par ailleurs sympa qui propose de manger un peu de tout. Et moi je dis par exemple que le chou sauvage est toxique. Alors lui il me dit non, pas du tout. Oui, parce que les choux sauvages qu'on trouve aujourd'hui, c'est des choux domestiques naturalisés. Mais le chou sauvage, moi j'en ai goûté, pour ça il faut descendre en rappel sur des falaises en Corse.
J'ai goûté du chou sauvage, je peux vous dire, je ne sais pas comment nos ancêtres ont eu l'idée. Alors d'ailleurs, ils ne le mangeaient pas cru, hein, ils le trempaient ou ils faisaient de la choucroute. Mais je ne sais pas comment nos ancêtres ont commencé à bouffer ça. Ça n'avait pas l'idée de manger ça. Bon, bref, mais maintenant, on a des variétés comestibles. Il n'empêche qu'effectivement, il faut manger des plantes comestibles et qu'une des choses dangereuses, c'est l'oxalate. Alors, le danger de l'oxalate, vous le connaissez, c'est ce qui fait qu'il ne faut pas manger de la rhubarbe ou de l'oseille plus de 2 fois par semaine. L'oxalate s'accroche au calcium et fait des cristaux. Donc déjà, ça diminue votre calcium circulant. Et deuxièmement, ces cristaux, ils se déposent là où l'oxalate est évacué, ils se déposent dans les reins. Et ça fait très mal. Et c'est pas bon pour les reins. Ça fait des cristaux d'oxalate dans les reins, ça fait de la gravelle. Donc effectivement, il faut se méfier. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ce qui contient l'oxalate, je rappelle que l'oxalate, sous sa forme acide, c'est le petit côté acide de la rhubarbe ou de l'oseille. Ou d'une plante sauvage qu'on appelle l'oxalis, qui est d'ailleurs génial en condiment. On en jette quelques feuilles dans la salade, ça donne du goût. Mais par contre, il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Donc effectivement, il faut se méfier. Et une des façons de se méfier des toxicités, c'est de prendre des plantes cultivées qui sont sélectionnées pour ne pas être trop toxiques et de les prendre en mélange. Mais vous avez raison. De nouveau, on retrouve cette idée que nous ne sommes pas adaptés à tout ce que nous mangeons, puisque nous sommes omnivores, ce serait impossible. Bonsoir, j'aurais une petite question concernant les médicaments qui seraient plus adaptés aux hommes qu'aux femmes. Quels seraient les paramètres à changer pour améliorer la médication ? Alors, ce n'est pas tellement des histoires du type de molécules. Alors, je sors de ma spécialité là. Bon. Moi, ce que j'ai surtout étudié, c'est une autre histoire qui est le problème majeur, c'est ce qu'on appelle le temps de clairance. C'est-à-dire, c'est le temps que met l'organisme à évacuer une molécule. C'est plus lent chez les femmes. Bon, déjà, elles sont plus petites en moyenne que les hommes, donc la dose traitante est plus petite. Il y a par exemple cette idée qui traîne, et qui traîne beaucoup dans ma tête, parce qu'à un moment, on a attendu pour être vacciné, que pour la Covid, par exemple, il suffit de la moitié de la dose d'un homme pour vacciner une femme. Pour des raisons de volume et de fonctionnement du système immunitaire. Bon. Oui, c'est plutôt le mode de fonctionnement. C'est pas que le vaccin n'est pas le même, c'est plutôt que déjà la dose n'est pas la même. Et cette histoire de temps de clairance, elle a notamment été découverte parce qu'aux États-Unis, il y avait un tranquillisant, enfin même un sédatif, dont j'ai oublié le nom. Et donc il y avait une prescription qui était basée sur des tests faits sur des hommes, et on a retrouvé des tas de femmes écrabouillées entre leur volant et le fauteuil le lendemain matin d'une prise de ces sédatifs. En fait, il s'est avéré qu'elle l'éliminait beaucoup plus lentement. Donc alors que chez les hommes, le lendemain matin, la dose prescrite, usuellement, était déjà passée dans les urines et avait été évacuée, eh bien chez les femmes, elles étaient encore sous effet sédatif. Et elles s'endormaient au volant. Donc il y a ce problème du temps de clairance. Vous voyez, il y a déjà ce problème que c'est vraiment pas fait pareil en termes de fonctionnement. Et puis après, un homme et une femme. Et puis après, il y a peut-être des choses plus adaptées aux femmes, mais celles-là, on ne les connaît pas. Parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une disproportion colossale entre l'effort de médication et de recherche pour les maladies des hommes et pour les maladies des femmes. C'est comme ça qu'on découvre l'endométriose. On commence à se dire, ah bah oui, ça fait vraiment souffrir, et c'est des jours où les femmes qui souffrent de ça, elles ne peuvent pas aller au boulot. C'est une vraie découverte, l'endométriose, les amis ? Ça vient d'apparaître ? Non, ça fait des siècles que certaines femmes souffrent de ça. On s'en fout. Donc, il y a aussi l'autre problème qui est, pour des maladies, cette fois-ci, sur les sexes différents, l'effort de recherche. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on les trouve facilement sur Internet. Hein. On est sur un effort double ou triple pour les maladies des hommes, en recherche. Et donc, évidemment, les solutions... Voilà. Donc, il y a à la fois les mêmes molécules, mais quelle posologie. Et la deuxième chose, c'est s'intéresser plus aux maladies des femmes et avoir vraiment une approche égalitaire des maladies que l'on étudie et que l'on gère. Pensez à ça. L'endométriose, c'est un petit peu comme si on se disait que le cancer de la prostate n'existait pas, alors que ça atteint plus de gens que le cancer de la prostate. Sauf qu'on a entendu parler du cancer de la prostate bien avant d'entendre parler de l'endométriose, hein, que je sache. Enfin, moi, personnellement. OK ? Je ne savais pas que ça existait, pardon, mais je ne savais pas que ça existait. Ce n'est pas réellement une question, c'est plutôt un témoignage. Les femmes qui ont des problèmes de ménopause,
les hormones qu'on doit prendre pour calmer les bouffées de chaleur et autres désagréments ne sont pas remboursées par la mutuelle. C'est des maladies de femmes, alors... Ça coûte, je peux vous dire le prix, moi j'en suis à 50 € par trimestre. Je trouve que c'est quand même pas juste. Alors, je bouffonne, mais je suis d'accord avec vous. Bon, j'entends ici que la fac commence à faire des efforts pour mettre un peu partout des serviettes hygiéniques et des tampons à disposition, parce que ça aussi, c'est un truc, ça finit par faire quand même une tirée. Bon, et puis c'est bien qu'il y en ait à disposition. On commence à voir ça aussi en France, des endroits où dans les toilettes pour les femmes, il y a ce qui est aussi nécessaire que le PQ au rayon des mecs. Bon. Mais donc, oui, ça c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il y a des pages croustillantes sur la ménopause dans mon livre. Vous verrez qu'en fait, la ménopause, qui est une absurdité, dans un monde où plus on a de descendants, plus on a de chances d'être là dans l'évolution, donc ce qui est sélectionné, c'est ce qui est le plus descendant, arrêter d'être fertile entre 40 et 55 ans, en gros, c'est bizarre. Lisez le livre. Vous verrez que c'est un des moments où les femmes ont une façon d'avoir des descendants que les hommes ne peuvent même pas imaginer. Bon, ça, c'est du pur teasing. Mais derrière la ménopause, il y a un phénomène biologique absolument génial qui existe aussi, alors pardon, c'est pas très élégant, chez les baleines. Qui ont aussi une ménopause. Chez les baleines, ça peut être jusqu'à 50% du temps de vie non reproductif pour les femelles. Pendant que les mâles continuent à essayer de faire des petits œufs. Un grand merci pour votre présentation. Vous avez parlé de santé en évoquant les vétérinaires et médecins. Et écologues. Écologues. Ne pensez-vous pas que la production de ce que l'on mange, l'ensemble, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, aurait une importance considérable de façon à avoir justement pour cette santé et permettre peut-être d'avoir moins de médicaments par la suite. Est-ce que par cette voie-là, il n'y aurait pas quelque chose? Et une autre question, est-ce que la biodiversité et le départ ne vient pas au niveau des sols, c'est-à-dire de l'endroit de production de tout ce que l'on mange? Dans les xénobiotiques, il y a aussi tout un tas d'agents antiverses, de pesticides, il y a aussi ça. Donc vous avez tout à fait raison, la production de ce que nous mangeons est très importante parce que c'est un des endroits, une des voies par lesquelles les molécules rentrent le plus facilement en nous. Mais vous avez aussi raison de penser au sol, parce que comme l'eau arrive sur le sol, si le sol est surcontaminé dans certaines molécules qu'on a déposées, on va les retrouver dans l'eau que l'on boit. Et vous voyez, aujourd'hui, on a dépassé le 1 milliard d'euros par an en France de coûts de dépollution de l'eau, sachant qu'un tout petit détail, la dépollution de l'eau passe en partie, pas seulement, ce serait trop simple si ça suffisait. Ça dépend des molécules, mais pour beaucoup de molécules, il faut passer sur des charbons actifs. Le seul pays qui produit des charbons actifs aujourd'hui, c'est la Chine. Donc la Chine peut très bien décider demain de rendre l'eau imbuvable en Europe. Elle arrête les exportations et là, on ne peut plus boire l'eau du robinet. Ok ? Juste pour dire, là je reboucle sur de la politique, mais tout ça est lié. Bon, en tout cas, même avec ces histoires de charbon actif, on sait très bien qu'aujourd'hui, en France, en l'espace de 3 ans, on est passé de 95% des eaux du robinet potables, 5% qui n'étaient pas potables, et puis on savait, voilà, à 85%. Donc il y a aussi le problème de l'eau, qu'on ne sait pas totalement, malgré l'argent de plus en plus massif qu'on met. On a fermé en France la moitié des captages depuis les années 80. À cause de contamination industrielle ou agricole. Il n'y a pas que l'agriculture, là, c'est pas si simple que ça. Et donc, en fait, on a un vrai problème aussi sur l'eau. Il faut bien le voir. Et au-delà de tout ça, vous avez raison, l'alimentation est une des voies d'entrée des toxines. Mais réfléchissez aussi que ces toxines rentrent par ailleurs. Les microplastiques rentrent par la peau, ils rentrent par la respiration. Parce qu'ils sont petits, donc ils franchissent toutes les barrières. Les plus petits d'entre eux, évidemment, pas ceux qui font 1 millimètre. L'air. Les analyses récentes de l'air au-dessus de la France montrent qu'il rôde en permanence entre 6 et 140 tonnes de pesticides, surtout dans l'air au-dessus du territoire français.
Ah ben oui, parce que les pesticides, quand on pulvérise, il y en a qui passent dans l'air. Quand il pleut et que l'eau remplit les pores du sol, l'air du sol sort avec cette odeur particulière qui est l'odeur d'après la pluie. Mais tous les pesticides qui n'aiment pas être dans l'eau, ils sortent aussi. Vous y êtes ? Donc l'air est aussi un vecteur des pollutions et ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas entretenir ces écosystèmes d'où vient notre nourriture. Oui, mais d'où vient aussi notre eau et d'où vient aussi notre air, au fond. Bon, on est vraiment coincé. On a un dilemme, c'est qu'on pourrait passer toute la nuit ici, mais Oui, notre invité doit repartir sur Paris. On est déjà en dehors du timing prévu. Donc voilà, avant de l'applaudir une dernière fois, je pense que donc, Valérie de Ciencia vend les bouquins de Marc-André. Je ne sais pas si tu auras le temps. Oui, on le prend. Voilà. Je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Mille merci.